Bonjour tout le monde, merci d'être là. Merci de venir participer à cette présentation acoustique. Effectivement, ça fait longtemps qu'on en parle. Et puis, c'est aujourd'hui qu'on démêle ça. Et pour démêler ça, on est allé dans la Ligue majeure. Alors, sans plus tarder, je vous introduis Jean-Philippe Migneron. Jean-Philippe, qui est en fait collaborateur avec l'Université Laval, vice-président de la compagnie Acoustech, une sommité dans son domaine, dans son milieu. Alors, Jean-Philippe, bienvenue. Je te laisse l'honneur de t'introduire toi-même, même si j'ai déjà lancé le pot. Maintenant, prends les fleurs. Bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation, surtout. Et puis, en fait, je suis ingénieur en contrôle du bruit depuis une douzaine d'années, avec différentes collaborations dans le milieu industriel et des collaborations aussi en enseignement avec l'Université Laval, entre autres, et aussi avec d'autres organismes. Et donc, c'est un plaisir pour moi de vous parler des réalisations acoustiques des vitrages et puis de pouvoir essayer de rendre tangible ce qu'on entend, mais que des fois, c'est difficile d'exprimer subjectivement ou d'exprimer en parole qu'est-ce que ça veut dire une performance acoustique sur un vitrage. Donc, aujourd'hui, si je comprends bien, on parle d'acoustique. C'est bien ça. Mais avant de commencer, moi, ce que j'aime savoir quand je fais des conférences ou que j'enseigne, c'est sonder un peu le terrain. Et donc, dans ce sens-là, moi, je relance la question. Savoir qu'est-ce que l'acoustique veut dire aux gens. Donc, quand je te demande, toi, je dis l'acoustique, c'est qu'est-ce que tu te viens en tête? À quoi tu penses? Je pense à un téléphone. Un téléphone? Ouais. À mettre son oreille sur l'acoustique. Ensuite de ça, je pense à onde, je pense à son, je pense à atténuation de son, je pense à studio. Studio, oui. Quand tu penses acoustique, tu dis c'est bon, c'est pas bon, comment tu... Dans mon domaine, dans notre domaine, c'est sûr que je pense à STC ou ITC. Là. En partant, c'est la première chose qui me vient en tête. C'est bon, c'est pas bon. Je crois que ça doit être géré. Ça doit être géré. Bien, quand moi j'enseigne en architecture, surtout que je suis attaché au groupe d'ambiance physique, donc la qualité des bâtiments perceptive, donc confort thermique, confort de la lumière. Puis moi, ma spécialité, c'est le confort acoustique. Donc, dans ces cas-là, bien, c'est de savoir est-ce que la perception de l'ambiance sonore, est-ce qu'on la juge favorablement ou défavorablement? Dire si on est confortable, pas confortable. Alors, si vous êtes un groupe, dans le fond, ce que vous faites, c'est que vous vous positionnez au point de vue de la lumière, au point de vue de l'acoustique, puis au point de vue du confort ambiant dans une pièce pour déterminer si une pièce, pour maximiser le confort d'une pièce. C'est ça, je comprends bien? Oui, puis en fait, c'est que pour des architectes, par exemple, des concepteurs, c'est de savoir quand on vient changer des configurations, des matériaux, savoir quelle influence ça va avoir sur le rendu, sur la perception. OK. Autant on choisit une enveloppe pour rencontrer les normes énergétiques, autant on peut avoir d'autres objectifs à considérer en parallèle. Donc là, le travail des concepteurs, c'est de réussir à tout mélanger ça, faire de l'intégration de tous les paramètres, et essayer de trouver la solution optimale pour le meilleur rapport qualité-prix, pas juste sur la qualité et puis combien ça coûte, mais est-ce qu'on va rencontrer les spécifications sur plus qu'un critère, dont les spécifications acoustiques. Et pas se faire réveiller par le train qui passe. Ça, c'est un des cas qu'on peut juger comme sensible. Alors, qu'est-ce que tu en penses si on sautait directement dans le vif du sujet avec notre présentation? Oui, c'est bien parfait. Allons-y. Je vais nous mettre ici en coin. Alors là, vous avez le plein écran sur la présentation PowerPoint qui sera aussi, elle, disponible. Frédéric qui nous dit de ne pas hésiter à envoyer des questions sur le chat si vous avez besoin. Frédéric va gérer le chat pendant que nous, on fait notre présentation. Il va y avoir des pauses, des périodes de questions à travers la présentation. Donc, gênez-vous pas quand on va tomber en mode question de poser vos questions. Puis la même chose pour Frédéric. Quand tu auras des questions qui sont pertinentes, bien sûr, à nous poser lors des petites pauses qu'on va avoir tout le long de la présentation, bien, vas-y. Alors, sans plus tarder, Jean-Philippe, toi, tu as la main de ton côté. Oui. Alors, on avait dit Acoustech. Oui, bien, Acoustech, c'est une firme qui a été fondée en 1972. Donc là, en 2022, on célèbre notre 50e anniversaire. Donc, ça fait pas mal d'années qu'on travaille dans le contrôle du bruit. Contrôle du bruit à différentes facettes. Dans le bâtiment, à l'extérieur du bâtiment, pour les travailleurs, pour les gens qui subissent du bruit quelconque. Donc, on essaie de couvrir large dans tout ce qui est ingénierie liée au contrôle sonore. Alors, moi, j'ai un problème dans ma maison, j'entends trop le train,
ou je construis un bâtiment commercial, puis je dois rencontrer des normes, je t'appelle toi, tu te déplaces, puis c'est là. C'est ça. Ça va de la thermopompe de piscine, de plainte de voisinage, à insonoriser des condos, à faire des auditoriums et sonoriser des aéroports. C'est assez large comme champ d'expertise. OK, parfait. Alors, c'est quoi notre première... comment on commence ça, cette rencontre-là? Bien, on peut enchaîner avec un peu le programme de ce qu'on avait vu comme ciblé comme notion à couvrir là, aujourd'hui. Donc, ça semble intéressant de quand même revenir un peu à la base de la physique de l'acoustique. Donc, essayer on parle de décibels, souvent des choses comme ça. Donc, se remettre un peu en tête les notions fondamentales, c'est un peu incontournable avant de tomber dans du plus concret pour les vitrages avec les normes d'isolement. Et donc, l'objectif, c'est aussi d'essayer de le vivre, l'expérience, de l'entendre, la performance. Donc, différentes démonstrations aussi sont prévues là, dans le webinaire aujourd'hui. Oui, parce que juste pour vous avertir, là, on a pris des petites vidéos, des petites captations, une que vous avez reçue par courriel d'ailleurs, là, probablement hier, le fameux train fantôme. Alors, on a pris des captations la semaine dernière, vendredi. On a fait des petits montages pour vous présenter des choses un petit peu plus intéressantes. Fait que vous allez voir à travers la présentation et des petites vidéos qui vont enclencher. Alors, allons-y, sans plus tarder. Donc, je t'ai déjà demandé c'était quoi l'acoustique. Maintenant, on va essayer de revenir puis couvrir certains des thèmes et des sujets que tu as nommés. Donc, le son. C'est quoi un son? C'est déjà l'acoustique, son, sonore. Parce qu'on l'entend présentement, c'est quoi un son? On s'entend nous-mêmes. Je parle, ça va dans le micro, ça s'en va dans vos écouteurs ou vos haut-parleurs d'ordinateur. C'est en fait une variation de pression de l'air. Donc là, en ce moment, aujourd'hui, il fait beau. Une pression atmosphérique, elle doit être peut-être un petit peu au-dessus de la moyenne, là, 101,3 kPa. Ça, c'est la pression de l'air là, sur Terre, là, à hauteur de la mer. Bon, la pression, c'est la densité de l'air qui nous entoure. Mais en fait, une onde sonore, c'est qu'on va avoir une certaine compression, expansion de l'onde sonore. Et puis, cette compression, dilatation-là, successive, ben, va être assimilé à un phénomène ondulatoire, donc à une onde. Donc là, on voit un peu dans l'image, les particules d'air qui sont en point orange, ils ne voyagent pas, ils ne se déplacent pas comme dans du vent. En fait, c'est leur densité qui va être plus ou moins contractée ou expansée. Et c'est ça qui est à l'origine de l'onde sonore. C'est un peu le même principe que quand on lâche une pierre dans l'eau, ça fait un onde comme ça. On voit le rebond sur la surface de l'eau. Et là, en fait, ce sont toutes les particules d'air qui vibrent à partir d'une position d'équilibre. Et ils vont vibrer d'un côté ou de l'autre. Le même principe que quand on entend un bruit fort de loin, on voit la pierre tomber, un exemple, puis on entend le bruit quelques secondes plus tard parce que c'est le temps que l'onde voyage vers nous, c'est ça? C'est ça, parce qu'il y a aussi la vitesse de propagation du son dans l'air. Le truc de base pour le retenir, c'est regarder la foudre et compter combien de secondes ça prend entre le décalage visuel et le décalage auditif. Ça va nous dire à peu près à quelle distance est tombé l'éclair. Oui, c'est vrai. Donc, l'arrêt du pouce, là, 1 km, 3 secondes là, à peu près. Donc, la vitesse moyenne de propagation du son dans l'air, c'est 340 mètres par seconde. Ah, bon. Ça va varier un petit peu en fonction des conditions atmosphériques, mais dans ce qu'on pratique, nous, l'acoustique architecturale, on va toujours tourner à peu près autour de la moyenne. Et donc, pour la suite, quand on parle d'onde sonore, c'est que cette variation de pression de l'air, c'est vraiment une petite échelle comparée à la pression de la météo. Donc, on va avoir des micro-variations de pression. Et ces micro-variations-là, en fait, elles vont pouvoir être captées par un sonomètre, être captées par un microphone. Et puis, quand on va convertir ça en signal électrique, par exemple, on peut l'assimiler à une sinusoïde pour le cas d'une onde pure. Donc, comme quand on voit dans l'illustration, on a la particule qui oscille d'un côté à l'autre, et puis on voit l'onde qui peut être assimilée à ce mouvement-là. Et c'est cette oscillation-là qui va faire vibrer notre tympan, qui va faire qu'on entend, et ainsi de suite. C'est ça. Okay. Et donc, quand on revient à un principe plus physique, mathématique, ben on va pouvoir juger ou mesurer le phénomène ondulatoire avec l'amplitude. Donc, l'amplitude, là, sur le graphique, le A, qui est la hauteur
du signal, c'est le volume. Si je parle plus fort, c'est plus fort. Si je parle plus faible, c'est plus faible. Donc ça, c'est la hauteur de la sinusoïde. D'accord. Donc, plus cette hauteur est, plus c'est haut, plus le son est fort. C'est ça. OK. Puis après, il y a l'aspect largeur. Donc, le T, ça, c'est le temps ou la période d'un cycle de variation. Ça va être relié à la fréquence. Donc, un cycle par seconde, ça équivaut à 1 Hertz et c'est une sinusoïde qui survient en 1 seconde. Donc, l'air varie de dense à contracté à expansé sur 1 seconde. Généralement, quand on entend, on va entendre plus élevé qu'1 seconde, qu'un Hertz. Et puis, on va le voir tout à l'heure là, dans la démonstration. Puis dis-moi, plus cette courbe-là est large, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, plus la courbe est distante, plus ce sont des basses fréquences et des grandes longueurs d'onde. D'accord. Et plus les courbes sont contractées, en fait, elles vont être aiguës et courte longueur d'onde. OK. Donc, plus le son est aigu, plus il est fort, plus la courbe est haute et mince. C'est ça. All right. On en reparle dans quelques instants. Donc, on s'en va direct aux premières vidéos, si je comprends bien. C'est bien ça. On explique quoi dans cette vidéo-là, Jean-Philippe? On va avoir un peu cette question là, de fréquence sonore et puis de question d'amplitude, de variation de niveau de bruit. D'accord. Je nous enlève du coin de l'écran et je nous mets en vidéo. Donc, l'échelle décibels sont un peu implicite quand on parle d'acoustique, surtout acoustique du bâtiment. Donc, c'est assez commun. Les gens vont penser décibels sans nécessairement savoir que c'est d'autre chose qu'une unité de mesure. Mais elle n'est pas exclusive à l'acoustique. On voit les décibels dans d'autres domaines, en électricité, etc. Donc, l'échelle décibels en sonore, en fait, c'est qu'on compare le niveau de bruit par rapport au seuil de sensibilité d'audition, qui est autour de 20 micropascals. Donc, c'est la norme qui est établie. Ça, c'est ce qui donne 0 décibel. Puis après, on prend une échelle logarithmique pour donner les niveaux de bruit. Mais d'un point de vue perception de l'oreille, c'est pas uniforme en fréquence, pas uniforme aussi en termes de niveau de perception. Donc, la perception en échelle logarithmique, elle est aussi en adéquation avec le niveau d'intensité qu'on reçoit aux oreilles. Pour essayer de vous le faire entendre, sachant que vous avez soit vos haut-parleurs d'ordinateur ou peut-être des écouteurs, on va essayer de tester quelques petites variations de niveau de bruit. Donc, je prends mon générateur, j'envoie du bruit pour qu'on l'entende quand même pas pire. Donc là, j'ai à peu près 74 là, à mon affichage avec le bruit. Puis on va essayer de tester des petites variations. Donc 74. Là, je passe rapidement de 74 à 76 décibels. Donc, avec mon générateur qui est précis, lui, il fait 2 décibels, c'est précis. Donc là, on voit qu'à l'oreille, c'est difficile de se rendre compte de 2 décibels. Normalement, on dit que c'est autour de 3 décibels que l'oreille commence à percevoir des différences. Et puis, par contre, si je passe de ce qui était 74, puis que je passe à 82 maintenant, bien là, ça s'entend bien. Donc là, un écart de 10 décibels, ça devient significatif. Puis quand on fait des calculs, 10 décibels, une source plus faible de 10, elle devient négligeable par rapport à celle qui est plus forte. Donc ça vous donne une certaine impression. Quand je parle fort, si j'élève un peu la voix, c'est autour de 80 décibels. Une conversation normale, on le voit pendant que je parle, c'est autour de 65 à 75 décibels. Donc ça donne un peu l'ordre de grandeur. Donc, dans une chambre à coucher, on s'attend à ce que ça soit moins. Donc, si je fais silence, là, on voit qu'en ce moment, autour de nous, il y a un peu de bruit de ventilation, autour de 45 décibels A. C'est un peu normal.
On va vouloir un peu plus calme normalement dans les espaces de repos, dans des bureaux pour pouvoir travailler tranquille. C'est un peu aussi le genre de niveau de bruit qu'on va rencontrer. Puis quand on fait des tests d'insonorisation, bien là, je peux essayer de générer un peu plus fort. Mais rendu là, il vaut mieux mettre des bouchons. Alors, cette vidéo-là répondait directement à une question qu'on avait reçue de Jessica qui se demandait c'est quoi les décibels, c'est quoi la différence entre des décibels et la perte de dB, justement, quand on parle de STC. C'est quoi la différence entre. On voulait voir c'était quoi la différence entre une pièce, un exemple, une pièce ambiante, un extérieur ou des choses comme ça. Donc, ça répondait bien, je pense, à la question de Jessica. Toi, avais-tu d'autres choses à rajouter là-dessus? Bien, il y a quelques petits aspects techniques. Entre autres, j'ai parlé de décibel A versus un décibel. Donc, décibel, c'est une échelle relative. Et le fait d'ajouter la lettre A, en fait, c'est qu'on va corriger le décibel pour être le plus proche possible de l'audition humaine. Donc, l'oreille, elle n'est pas sensible de la même façon pour toutes les fréquences. Et donc, la pondération A, c'est une norme établie pour dire on représente le bruit pour les oreilles des humains. Donc, un microphone, un sonomètre, il va capter de façon linéaire. Et donc, quand on travaille en bruit communautaire, en bruit de l'environnement ou en architecture, on va être presque tout le temps en décibels A parce qu'on travaille pour de la perception. Pour émuler l'oreille humaine, pour faire comme si c'était une oreille humaine qui l'entendait au lieu d'être un micro ou un sonomètre. Effectivement. Okay, je comprends bien. Et puis, c'est qu'il faut faire attention. Là, c'est que si on prend une application pour téléphone intelligent, mais que c'est une version bas de gamme ou non précise, ou un sonomètre très économique, on n'a pas la différence entre décibels normal versus décibels A, bien, c'est qu'on n'en a pas d'application vraiment. Si moi, je prends mon téléphone chez moi puis j'essaie d'enregistrer les décibels, mon téléphone va prendre des décibels normales puis c'est pas les décibels que moi j'entends. Bien, c'est qu'on ne peut pas comparer avec les valeurs recommandées. OK, je comprends. On recommande toujours pour les humains. OK, parfait. Dans notre travail courant. Alors, on ressaute dans notre acétate pour ne pas faire de blagues. Et donc là, on parlait un peu de questions de fréquence. Et donc là, on avait nos longueurs d'onde qu'on voyait tout à l'heure. Donc là, en rouge, basse fréquence, grande longueur d'onde. Les sons graves. C'est ça. Les sons graves, c'est communément le subwoofer, le caisson d'extrême grave dans le cinéma maison. Donc, ce qu'on va entendre là, en dessous de 200 Hz, c'est du boom-boom. Donc là, vous l'avez probablement dans votre micro, dans vos oreilles, pardon. Et en fait, après, si on travaille toujours avec des sons purs, on va aller vers les fréquences intermédiaires, moyennes, qui sont déjà les fréquences essentielles à la compréhension de la voix et de la musique, par exemple. Donc, autour de 250 à 800 Hz, on est un peu dans les fréquences intermédiaires. Quand on est dans la haute fidélité audio, là, quand on a un haut-parleur multivoix, c'est qu'on va répartir un gros pour les basses, un moyen pour les moyennes, puis un petit tweeter, un caisson, un transducteur d'aigu pour faire des plus petites fréquences. Ah, c'est pour ça qu'il y a 3 grosseurs. Parce que là, on passe, quand tout à l'heure, je disais qu'un Hertz, c'est 340 mètres de longueur. Bien, plus on est aigu, plus ce sont des petites dimensions. Donc, on passe de longueurs d'onde qui sont de l'ordre de mètres à des centimètres. Donc, ça va un peu de pair aussi avec le dimensionnement des micros, dimensionnement des haut-parleurs. Puis aussi, après l'interaction, ça peut avoir avec les matériaux comme les vitrages. OK. Et puis, donc là, Parce que cette vague-là va frapper mon vitrage. Là. C'est ça que tu me dis. Puis... L'onde, elle va influencer. C'est une vibration, ça. Une vibration des particules d'air qui va éventuellement devenir une vibration mécanique dans les matériaux. Donc, on va vouloir savoir après comment cette vibration-là agit et amortit ou elle résonne dans les matériaux. Et donc, là, c'est la représentation d'ondes pures. Donc, c'est une sinusoïde parfaite. Mathématiquement, c'est plus simple à analyser. Mais quand on a du bruit général, il y a un peu toutes ces fréquences-là qui surviennent en même temps. Et donc, là, on va parler d'un son complexe parce qu'on peut superposer toutes les courbes là, qu'on voit. Et la répartition en couleurs, en fait, c'est un peu comme on peut avoir le spectre lumineux sur des vitrages, là, dire qu'il passe plus de rouge. On peut avoir les mêmes représentations en acoustique par rapport à la question de longueur d'onde.
Puis finalement, dans le premier extrait, on avait un échantillon de bruit rose dans le haut-parleur, là, un pshhh non syntonisé. Là, ça, c'est ce qu'on entendait, l'espèce de bruit qu'on entendait dans la première présentation. Ça, c'est un bruit rose. Ça. Un bruit rose ou un bruit blanc. On a 2 illustrations de ce que ça donne comme signal. En fait, ce sont des signaux aléatoires. Et donc, la différence entre le rose et le blanc, c'est qu'il y en a un qui donne exactement les mêmes décibels dans chaque fréquence et l'autre, c'est la même énergie. C'est un peu ça l'écart. Donc ça, c'est comme si je prenais tous les sons de ta colonne qu'on voit à droite de couleur, je les mélange ensemble, puis je les fais tous jouer en même temps. Pitch ça directement dans mon oreille, puis ça donne ce son-là. Ça donne une espèce de mélange. Toutes les fréquences en même temps, oui. OK. Donc, c'est comme ça que toi, tu fais ton test. Dans le fond, toi, tu émets un bruit comme ça, puis tu vas aller le capter à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui... Dans toute ton échelle d'arc-en-ciel de couleurs, qu'est-ce qui va passer à travers et quelles fréquences vont être dérangeantes, un exemple. C'est ça, parce qu'en fait, quand j'ai mon bruit rose, comme j'ai toutes les fréquences qui sont générées en même temps, bien, je mesure quelques secondes, puis je vais avoir ma moyenne pour toutes les fréquences, sachant que mon lecteur, mon sonomètre, il va pouvoir filtrer et redécortiquer après fréquence par fréquence. C'est ça. J'ai l'air smart comme ça, mais on l'a fait vendredi, puis il me l'a expliqué. Là, On va pas punch. On va faire bon pour essayer d'entendre les fréquences maintenant avec la prochaine slide. Fréquence sonore, donc pour pouvoir l'entendre, il vaut mieux le tester. Donc j'ai un générateur ici qui donne un signal sinusoïdal. Donc là, on a le bon vidéo, désolé. Onde pure. Et puis en fait, je peux le brancher et il est réglé déjà à 80 Hz. Donc on donne un peu une idée de ce que ça donne. Là ici, j'ai 65 Hz. Si j'augmente un peu le son pour être bien entendre, c'est ça qu'on a dans un subwoofer, par exemple. Et donc, si je augmente la fréquence, je passe 80, 100 Hz, sans changer le niveau. Là, c'est peut-être un peu fort. On va descendre pour être assourdi tout à l'heure. Donc là, on est à 100 Hz. Et on veut pouvoir augmenter un petit peu pour donner l'impression 125, 160, 500 Hz. Là, on tombe des basses fréquences, on est arrivé aux moyennes fréquences. 500 Hz, c'est à peu près les fréquences où on commence à avoir du signal vocal, des notes de musique intéressantes. Donc, les fréquences intermédiaires moyennes. Et puis maintenant, je passe aux fréquences plus aiguës, à partir là, de 1000 Hz, 1000, 2000, 4000 Hz maintenant. Donc là, ça devient un peu irritant. Je n'ai pas changé mon volume, là. J'ai le même voltage, toujours le même voltage qui sort de mon générateur. Mais à l'oreille, ça sonne moins intense, les graves, que les aigus. Ça, c'est à cause de la sensibilité de l'oreille. Très sensible, entre 2000 et 4000 Hz. Puis après, on est moins sensible en termes d'intensité. Donc là, je suis à 8000. 8000, normalement, ça s'entend bien encore. 10 000, 12 500. Là, ça se peut qu'à votre ordinateur, le 12 500, il ne passe pas bien. Mais grosso modo, c'est du très strident, très aigu. Et puis après, au-dessus de ça, je génère encore avec mon générateur. Mais on tombe à 16 kHz. À des fréquences en haute fidélité. Puis ce sont des bruits qu'on finit par perdre aussi. L'acuité auditive diminue avec l'âge. Et donc, les personnes plus âgées ou qui ont écouté beaucoup de musique forte n'auront pas nécessairement autant de sensibilité dans les très hautes fréquences. Donc, les aigus, les moyennes et puis les graves. C'est ce qu'on entend par spectre sonore. Et puis... c'est ça qu'on va chercher à analyser lorsqu'on génère du bruit. Maintenant, là, ce sont des ondes pures, vraiment des sinusoïdes, comme on voit sur le graphique. Et puis, c'est un peu embêtant d'avoir à générer coup sur coup les fréquences une après l'autre. C'est intéressant pour pouvoir faire nos captations d'acoustique. Mais on a différentes techniques. Et une des techniques, c'est d'utiliser du bruit blanc ou du bruit rose pour générer toutes les fréquences en même temps de façon aléatoire. Donc, je mets mon générateur en bruit rose.
et puis on regarde ce que ça donne. On a un bruit comme un poste de télé pas syntonisé. Donc, ce signal-là, en fait, c'est un bruit aléatoire. Et par aléatoire, en fait, on a toutes les fréquences qui sont générées un peu tout en même temps. Et donc, on peut se servir de ce signal-là pour faire les tests acoustiques d'insonorisation. Parce qu'une fois qu'on va avoir mis le signal, on enregistre le niveau sonore avec un sonomètre, là, comme l'afficheur que j'ai ici, ou avec un appareil plus évolué. Et puis, avec le niveau de bruit, en 5 secondes, j'ai une moyenne représentative pour toutes les fréquences. Tandis que si je fais un balayage fréquentiel, je dois attendre que le balayage soit complété. Je regardais ton vidéo, puis ça me faisait penser à quelque chose. Tout le monde qui a déjà vu une courbe, un graphique STC ou ITC, ou a déjà vu une charte, on le voit très bien dans chacune des longueurs d'onde, comment est affecté le substrat, dans le produit, la fenêtre, peu importe qui est testé. Donc, dans le fond, c'est un peu ça que tu nous montres. Tu nous démontres chacune des ondes, mais décortiquer en chacune des fréquences. Excuse-moi si je n'utilise pas les bons termes, là, mais c'est un peu ça que tu nous expliques. Oui, parce qu'en fait, la performance d'un matériau en termes de transmission de bruit, elle ne sera pas uniforme d'une fréquence à l'autre. Donc, quand on a à faire un essai et calculer la performance, bien, on doit faire cette analyse pour l'ensemble des fréquences. Et généralement, en fait, c'est qu'on va les regrouper par bande. Donc, on peut aller très fin en analyser hertz par hertz. On peut aussi les regrouper en termes de bande d'octave, bande de tiers d'octave, comme on aurait en échelle de musique. On va utiliser un peu les mêmes principes en acoustique. C'est ça, quand on voit notre graphique STC ou whatever, ben, on va voir de 125 à 200, de 200 à 300. Donc, chacune des bandes va être séparée, c'est ça? C'est ça. Donc, quand on fait la captation, quand on fait un test d'isolement, on va vouloir les tester toutes de la même façon. C'est ça. Donc, c'est là que ton bruit blanc vient combler ça. Dans le fond, c'est que tu pitches toutes les ondes mélangées, puis en une fraction de seconde, tu as tout le spectre au complet, c'est ça. Et puis après, c'est que l'analyseur qui enregistre, il est capable après de les retraiter, les reclasser. OK, cool. Donc, on continue là-dessus. On va retourner dans notre setup. À toi, mon ami. Oui. Bien, par rapport aux fréquences, au niveau de bruit, on peut en revenir de une encore. Là, on tombe justement à la question de transmission, réflexion du bruit. Donc, on a nos ondes sonores, on voit qu'ils ont différentes caractéristiques. Là, savoir qu'est-ce qui arrive quand on interagit avec des matériaux. Donc là, c'est un peu comme en lumière. On a de la transmission de la lumière, la réflexion, de l'absorption de la lumière dans les vitrages. Là, on peut avoir la même analyse des comportements physiques lumineux versus acoustique. Donc, la réflexion, en fait, c'est qu'il y a une partie de l'énergie lorsqu'elle frappe le matériau rigide, c'est qu'il y a une partie de l'énergie qui rebondit, qui est réfléchie. Et donc là, on a un angle d'incidence, puis c'est la normale, comme on a avec un miroir. Donc, la partie miroir acoustique, c'est ce qui est la réflexion. Quand on a un espace clos, comme une pièce, bien, on va tomber en réverbération, parce qu'en fait, tous les murs, toutes les parois vont réfléchir une certaine proportion de l'énergie, et tout ça perdure un moment dans l'espace. Donc, la réflexion, l'absorption, ça va de pair un peu avec l'acoustique intérieure et la réverbération des espaces, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. C'est au même titre que la lumière. Là, comme tu dis, quand on fait un vitrage, on calcule toujours la réflexion, l'absorption, la transmission vers l'intérieur du vitrage. C'est la même chose avec le son. Dans le fond, c'est comme le spectre lumineux. Puis si je comprends bien, dans le fond, toi, quand tu vas faire un test sur le terrain, il faut que tu prennes tout ça en considération parce que, je veux dire, le même son dans un environnement A, B, C ne mettra pas la même lecture à l'intérieur d'un bâtiment, si je comprends bien. Bien, c'est en fait savoir quel phénomène on réussit à mesurer. Si notre objectif, c'est de mesurer ce qui traverse l'élément, bien, on va vouloir écarter les autres aspects. Je comprends bien. Donc là, pour conclure, l'absorption, bien, c'est un peu l'inverse de la réflexion. Donc, si j'ai un élément qui est, comme ici, là, j'ai un morceau de tapis,
Bien, quand je parle sur le tapis, il va avoir plus de propension à absorber l'énergie acoustique que si je parle sur une feuille de verre, qui va avoir beaucoup plus de capacité à réfléchir. OK. Donc, une surface dure réfléchit plus qu'une surface poreuse. En général, oui, c'est ça. Et ça va être en lien aussi avec les fréquences, ça ne sera pas uniforme. Donc, il faut toujours tester toutes les fréquences pour se faire une idée sur le global. OK. Donc, la transmission, on voit que sur le graphique, c'est ce qui réussit à franchir l'obstacle. On a une conversion d'énergie entre la vibration de particules d'air acoustique en orange foncé sur la gauche. Puis après, en pâle, à droite, on a une fraction de l'énergie qui réussit à être transférée du côté récepteur. Et donc, cette fraction de l'énergie-là, on va pouvoir y donner un ratio entre l'origine versus ce qui passe de l'autre côté. On va avoir des pertes d'énergie. Entre autres, des pertes qui vont se dissiper dans le matériau lui-même ou à la périphérie du matériau. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée. Il y a une partie qui est réfléchie, une partie absorbée, puis une partie qui est transmise. Toi, tu veux calculer qu'est-ce qui est transmis. C'est bien ça. Ah. Surtout pour les questions d'STC. OK. Et donc, si on enchaîne en comparaison d'un vitrage avec la prochaine diapo, on compare avec un matériau absorbant comme une laine minérale. OK, donc dans le premier exemple, on avait un vitrage. Ouais. Et ici, on a une laine acoustique, un exemple. Par exemple, c'est ça. Donc là, en fait, le matériau va avoir une plus grande absorption. Donc, on a moins de réfléchi. On a plus de dilatation de l'énergie, de dissipation, en fait, d'énergie dans le matériau lui-même. Et puis, éventuellement, on va pouvoir avoir aussi une transmission plus significative, étant donné que le matériau est probablement plus léger également que l'initial. Hop, excusez, j'étais tombé en mode plein écran, puis on voyait plus les slides, excusez. On recommence. Il y avait le vert ici, et puis on avait la laine absorbante. Donc, on voyait la différence de la largeur des flèches. Là. Excusez-moi, petite manipulation ici qui a été mal faite. Donc, c'est ça. Donc, on va vouloir juger et calibrer et calculer quels sont les ratios d'énergie entre un côté source, un haut-parleur où on va mettre beaucoup de bruit, puis un milieu récepteur où on veut avoir une certaine ambiance sonore. Ah. Et puis... là, ça va être encore une mauvaise vidéo. Je pense qu'on va à mon extrait musical. Maintenant... On est-tu dans le bon vidéo, Jean-Philippe? Oui, on va y aller avec celui-ci. Bon, excusez-moi, je nous enlève de l'écran, on repart ça. Ah non, je nous ai mis en plein écran. On va regarder qu'est-ce qu'on parle quand on a de la transmission acoustique. Donc, j'ai une petite boîte en styrofoam bien ordinaire. Et puis, j'ai mon petit haut-parleur presque un peu cher, 10 $. Je mets une petite pièce musicale. Là, on voit ce que ça donne si je mets ma source dans un cubicule fermé et puis j'enferme. Donc, on voit l'atténuation procurée par la boîte ou le 2-3 cm de polystyrène expansé. Et puis, on voit que... Donc, ça, c'est l'isolation acoustique. On a de l'énergie dans la cubicule de la boîte qui traverse et qui rayonne ensuite autour de la boîte. C'est une transmission d'énergie. Et puis, dans la transmission d'énergie, en fait, on a de l'acoustique parce qu'on le haut-parleur, il génère des vibrations de particules d'air dans la boîte elle-même. Mais là, la boîte est étanche lorsqu'elle est fermée. Donc, ces vibrations de particules d'air-là dans la boîte, dans l'espace fermé, va faire vibrer ensuite le matériau qui est le polystyrène expansé. Et cette vibration-là de la surface solide va ensuite refaire un rayonnement acoustique autour de la boîte. Et ce qu'on appelle le phénomène de transmission, c'est qu'on va avoir une perte ou une dissipation d'énergie entre les deux. Entre le niveau source, là, je ne voyais pas nécessairement l'affichage, mais là, j'ai 80 décibels quand je parle fort puis quand j'ai mon haut-parleur. Et puis là, dans la boîte, là, on voit... On a une dizaine de décibels d'atténuation entre les deux.
Là, j'ouvre un petit peu. Donc, c'est un peu ça la question de transmission de bruit. Après, en fonction de l'ouverture, les fréquences ne passent pas nécessairement toutes de la même façon dans les ouvertures. L'autre point intéressant à voir lorsqu'on traite l'isolation acoustique, c'est de pouvoir mettre un traitement absorbant complémentairement à la partie solide des matériaux. Donc là, dans les murs, souvent, on va dire qu'on va mettre de la laine pour insonoriser. Donc là, admettons que je mets de la laine dans mon cubicule et que je remets ma source, on va voir que ça va être un peu plus atténué. Déjà, on voit une différence. Et puis, on a encore gagné presque une dizaine de décibels d'atténuation avec l'ajout de laine. Donc là, il y a une réduction de la réverbération dans la boîte. Et puis, en même temps, on a un ajout de parois supplémentaires à cause de la laine. Donc, c'est ce qui nous fait gagner de la performance. Je pense que c'est pas mal clair. Ça donne une bonne idée aussi. Moi, je pensais, en même temps que tu faisais ce test-là, je pensais, mettons, à différents matériaux, comme un exemple, une fenêtre de bois versus une fenêtre d'aluminium ou une fenêtre de PVC qui vibre, j'imagine, pas aux mêmes fréquences. Donc, c'est là qu'on vient vraiment voir qu'est-ce que ça fait l'enveloppe du bâtiment par rapport à la perte de décibels, si je comprends bien, là. Oui, puis ça va un peu de pair aussi, la démonstration avec les questions d'étanchéité. Si on a un cadrage qui a plus d'aération ou qui est plus ou moins étanche, il va y avoir une fraction de bruit ou une fuite acoustique qui pourra être éventuellement plus significative et mesurable, comparativement à quelque chose qui est très hermétique. Et là, on vient vraiment avoir juste la partie massive des matériaux, la partie pleine qui va entrer en ligne de compte là, dans la performance. Oui, dans le fond, tu veux, quand tu parles de l'ouverture, c'est dans le fond, ce que dans notre domaine à nous, c'est le air leakage. Dans le fond, c'est combien de sons peuvent passer à travers, un exemple, la fenêtre elle-même installée, c'est ça? Parce qu'en fait, si l'air passe, le bruit passe, dans le principe de base. Après, il passe plus ou moins bien, mais c'est qu'on réussit à avoir quand même une faiblesse à ce niveau-là. Moi, ce que j'aime dire, quand mes clients me posent des questions en acoustique, je dis le son, c'est comme de l'eau. Si l'eau rentre, le son rentre. C'est comme l'air aussi, dans le fond, c'est la même affaire parce que c'est une vibration de l'air. Donc, oui, effectivement. En fait, c'est que quand on a le transfert d'énergie entre vibration de particules d'air acoustique vers de la vibration mécanique dans les matériaux, là, il y a une perte dans le transfert. Après, on devient acoustique dans le récepteur. Ça revient un petit peu, dans le fond, à notre prochaine slide aussi, ce qui est la propagation à travers les obstacles ou la diffraction. Ça, c'est dans le fond, je te laisse l'expliquer. Vas-y. La diffraction, en fait, c'est la capacité à une onde à passer au travers des petits trous ou des plus gros trous. OK. Donc, les petites longueurs d'onde vont passer dans des petits trous. Puis après, ça prend des plus gros trous pour des plus grosses ouvertures pour réussir à passer des plus grandes longueurs d'onde. Donc, une fenêtre entrouverte, un seuil de porte, une plainte murale mal isolée, c'est toutes ces choses-là qui vont faire de la diffraction à travers une bonne acoustique dans une pièce versus une autre. Oui, puis c'est de savoir aussi quel bruit on va recevoir du côté récepteur. Là, quand j'avais mon couvercle de boîte, on voyait que ça pouvait être plus aigu, plus grave ou avoir des fluctuations dans la tonalité de la musique. Donc, c'est ça aussi, c'est que le phénomène de diffraction est relié à la fréquence et à la longueur d'onde. Et c'est aussi relié en acoustique appliqué au contournement d'obstacles. Si je fais un mur anti-bruit sur une autoroute, bien, en fait, le mur anti-bruit, il y a, oui, une capacité à atténuer le bruit, mais il y a une partie de l'énergie qui le contourne par en haut. Et ce phénomène-là dépend de la fréquence. C'est comme un peu, dans le fond, le vent ou l'air qui va souffler sur une structure. J'imagine, hier, on faisait la blague avec des gens qui visitaient chez moi au centre-ville de Toronto. Des fois, il neige par en haut parce que le vent souffle, puis la neige fait que le vent remonte sur la surface du bâtiment. J'imagine que c'est un peu la même chose pour le son. On peut assimiler ça un peu de cette façon-là, oui, mais c'est la diffraction, si on résume, c'est la capacité
contourner un les obstacle. obstacles. Si on fait ça grosso modo. Donc, on serait déjà rendu à une première petite période de questions avant de sauter dans le vif du sujet, c'est-à-dire la pratique sur chantier, les tests qu'on a fait ici. Puis, donc, je ne sais pas si on avait déjà quelques questions qui étaient apparues dans le chat, Frédéric, ou s'il y a des gens qui veulent ouvrir leur micro et partager avec nous. Il y a eu une question qui est apparue, mais par la suite, Jean-Philippe y a répondu. Alors, mais en ce moment, là, tout est sous contrôle sur le chat. Tout est sous contrôle. Et Oui. les gens, y a-t-il des gens qui veulent intervenir en ouvrant leur caméra, leur micro, quelque chose? Bon, vous avez manqué votre chance. Oh. Tout le monde est content de la physique. Pour l'instant, tout est beau, puis c'est effectivement ultra intéressant. Moi, je suis déjà en train de travailler pour un vitrage triple avec un tapis comme verre au centre plutôt qu'un verre. Du tapis transparent. On peut Oui, avoir transparent. des choses, mais Alors, Joël va me dire que ce n'était pas nécessaire. Je vais vous laisser continuer. Donc, oui, c'est ça. Effectivement, on va continuer, notre présentation, si ça ne vous dérange pas. Donc, une fois la période de questions, on retombe dans le vif du sujet ici. Donc, on revient à notre isolation du bruit aérien. Oui. Donc, l'isolation au bruit aérien, déjà, c'est un terme qu'on va avoir en français comparé au bruit d'impact, parce que souvent, dans le cas du bâtiment, on va avoir les deux facettes. Donc, bruit aérien, c'est qu'on a une source sonore qui va envoyer un certain signal dans l'air, et puis on va mesurer ce que les matériaux réussissent à couper comme bruit. Notre calcul de tantôt, notre rien ne se perd, rien ne se crée. C'est ça. OK. Et puis, en fait, c'est de savoir combien d'énergie traverse au final. Comparativement au bruit d'impact dans les bâtiments ou les condominiums, ce sont les énergies qui viennent des vibrations au départ, qui deviennent de l'acoustique ensuite. Donc, on saute la première partie là, de transfert air-matériaux. On tombe juste vibration vers l'air. Donc, ça, c'est le bruit des impacts. C'est quelqu'un qui marche sur un plancher. Ça, on va avoir ça comme norme dans le bâtiment. OK. Mais c'est un peu moins commun, à part des planchers de verre qui restent rares. Là, avoir une quantification pour du bruit d'impact, c'est moins applicable au vitrage. Donc, c'est pour ça que je ne reparle pas vraiment de bruit d'impact aujourd'hui. Et tout ce qui suit, quand on parle de STC, Sound Transmission Class, ben, c'est un test de bruit aérien, OK. quand on parle en français. Et donc, la capacité à avoir une transmission de l'énergie va varier en fonction de différentes variables et différents critères. Donc, un des aspects principaux, c'est de savoir quel matériau permet cet échange-là ou quel assemblage de plusieurs matériaux. Donc, les matériaux vont avoir différentes propriétés, dont la densité, savoir s'il est plus ou moins lourd. Donc, ça va un peu de pair avec ensuite la masse par mètre carré ou le poids par pied carré de matériaux, de murs, d'enveloppes, etc. Ça peut être un élément majeur. Parce que plus c'est lourd, plus c'est dur à ce que ça vibre. Quand je souffle, quand je parle, c'est des micro-variations de pression d'air. Tu parles. Moi, je me souviens juste d'un appartement que j'avais à l'université qui était littéralement en carton. Et puis, je pense qu'on a tous déjà entendu cette expression-là. Les murs sont en carton. Ça représente bien ce que tu dis, dans le fond. Un appart en carton versus un appart en béton, tu n'entendras pas la même chose de l'autre côté parce que ce n'est pas la même masse, ce n'est pas la même quantité, ce n'est pas le même produit. Donc, il ne vivra pas aux mêmes fréquences, donc tu n'auras pas la même transmission. C'est ça, parce que c'est beaucoup plus dur de commencer à faire vibrer du béton que de faire vibrer du carton. Il y a une plus grande inertie au départ. Donc, plus c'est massif, mieux c'est en termes d'insonorisation, comme point de départ. Donc, on peut gagner en masse en passant d'une feuille de plomb à une feuille de verre à un gypse ou à un carton. Ou on peut aussi jouer avec l'épaisseur pour gagner de la masse. Donc, on peut passer d'un verre 3 mm, un exemple, à un verre 6 mm. Donc, on va gagner en masse. Exactement. Puis, il y a aussi l'épaisseur va venir interagir sur d'autres phénomènes physiques liés à la mécanique des matériaux, de savoir comment le matériau va vibrer. OK. Une fois qu'on a réussi à envoyer une excitation énergétique dans le matériau qui vient de l'air ou qui vient d'une autre source, ben en fait, c'est que là, le matériau va commencer à vibrer. Comme un diapason. C'est ça. Donc, si je reprends une tuile de céramique,
ici. Donc là, vous l'avez un peu la résonance de la céramique avec une vibration. Et ça, c'est un peu ça, le comportement vibratoire du matériau. Ça va influencer significativement la performance finale acoustique. Puis de la même manière, j'imagine qu'un verre 6 mm ne vibre pas à la même fréquence qu'un verre 3 mm. C'est ça. En fait, c'est qu'il lorsqu'il tombe en vibration de résonance, ce bruit-là amplifie une partie de l'énergie qui vient. Mais c'est sûr que tout à l'heure, on disait qu'on envoyait toutes les fréquences en même temps. Donc, les fréquences vont être plus atténuées et d'autres moins atténuées. Oui, je t'arrête tout de suite parce que là, dans le fond, tu envoies, moi, je veux dire, tu fais un son sur une fréquence, un exemple, à 600 Hz. Excuse-moi, à 600 dB. Ta courbe, excuse-moi. 600 Hz, c'est la fréquence. C'est la fréquence. Bon. 600 dB, là, c'est non, c'est pas bon, pire ça. qu'une navette spatiale. Donc, tu envoies une fréquence à 600 Hz qui va faire vibrer mon verre 6 mm jusqu'à telle fréquence. Mais quand tu envoies ton bruit blanc, c'est pas le même 600 Hz. Donc, je me dis... En fait, c'est le 600 plus le 601 plus le 700 plus le 1000. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça vient... tout en même temps. OK, ouais. Mais quand je le mesure, c'est qu'en fait, il laisse plus passer de bruit à la fréquence critique de résonance que dans d'autres plages de fréquences. Comprends bien. Donc ça va être considéré néfaste à l'atténuation ou à l'insonorisation parce qu'on vient perdre une partie de la capacité du matériau. Donc c'est ça aussi une des grosses problématiques face à anticiper le comportement acoustique d'un assemblage, c'est de savoir quelle sera la partie amortissement ou la partie résonance du matériau. Et ça, c'est directement lié à de la mécanique des matériaux. C'est bon? Donc, l'élasticité, la rigidité. Donc là, j'avais l'exemple de la céramique. Si je passe avec un panneau en MDF, on voit que ce n'est pas la même fréquence pour un peu les mêmes grandeurs. Donc, c'est un peu ça qui est important ou qui va être varié pour réussir à changer les graphiques de performance. OK. Et lorsqu'on tombe dans donc là, on avait une couche de matériaux. Ouais, c'est ça. Puis là, simple paroi. Là, on tombe vraiment dans l'isolation du bruit, mais ça, ici, on a une fenêtre. Là. On a un thermo. Là. Si on remet le PowerPoint dans l'affichage. Ah oui, excusez. Merci. Donc là, on avait une paroi et deux parois maintenant. Et donc, dans les deux parois, on a deux fois la transmission qui survient parce qu'on a deux couches de matériaux. Donc, on a l'énergie acoustique qui devient vibration dans le matériau, qui redevient acoustique dans la cavité, qui devient vibration dans le matériau et qui redevient acoustique du côté récepteur. OK. Donc, en principe, on a une plus d'atténuation parce qu'on a déjà plus d'échanges énergétiques. On a plus de masse. Capacité à dissiper. OK. Jusqu'à une certaine mesure. Donc, on voit que dans l'intensité des flèches, là, on voit que ça réduit au fur et à mesure, mais en même temps, le cadre peut constituer un élément problématique si, en fait, la vibration du premier verre passe par la périphérie et est transférée au deuxième verre. Bien là, on vient un peu contourner notre principe d'isolation de double couche. Ce qu'on voit souvent, nous, ici, c'est qu'on va fournir un STC ou un ITC très, très, très performant pour un produit ou pour une utilisation donnée, mais encore une fois, la fenêtre va être installée dans un mur en carton où la fenêtre elle-même ne rencontrera pas le STC ou le ITC qui est demandé. Donc, on a bien beau mettre le verre, l'assemblage de vitrage la plus performante. Ce que tu me dis, c'est que si pour tour, suit pas si on fait tenir un thermo avec 4 braquettes, c'est sûr et certain que tu vas entendre plus par diffraction. C'est ça? Ben, plus ou moins, parce que là, on va supposer que ça reste tout ça étanche, là, qu'on n'est pas en transmission à travers des ouvertures. Mais effectivement, c'est la proportion de vibration qui passe d'un élément à l'autre. S'il y a un contact mécanique solide direct, ben, il y en a plus qui passent. On vient biaiser, dans le fond, le calcul qui a été fait parce que nous, ce qui est testé, c'est juste le verre, un exemple. C'est par exemple, de tester des verres qui sont maintenus par des cadrages séparés versus à une unité salique, tout ça est tout collé ensemble. Donc, à la périphérie, là, on n'a pas le choix d'avoir ce transfert, ce contact franc direct. Là. OK. Donc, ça, c'est une des variables qui peut éventuellement nuire ou distinguer un cas théorique où on va prendre
tant de millimètres de verre, tant de millimètres de cavité et tant de millimètres de verre. Bien sûr, c'est un cas réel où là, on a déjà toute la jonction périphérique qui entre en ligne de compte. L'autre aspect, on peut rester sur la même diapo. L'autre aspect qui peut survenir, c'est la cavité d'air, comment elle agit. Okay. Dans un mur en gypse, souvent, c'est là qu'on va vouloir mettre de la laine pour l'insonorisation. En fait, dans un vitrage, c'est dur de vouloir mettre de la laine au milieu. Non, ça va être laid. Et donc, la cavité d'air va avoir une autre une capacité de résonance qui va être distincte de celle des matériaux propres. Donc, on va avoir un système masse-air-masse au sens où, quand j'ai mes vibrations qui vibrent de chaque vitrage, bien, en fait, on a, à une certaine fréquence, un cas de résonance qui va amplifier une partie de l'énergie. Okay. Et donc, ça va être compensé si on tombe avec des verres asymétriques ou des verres de masse très différentes. Bien, on va avoir un peu cette question-là de masse qui ne sont pas toutes pareilles, de ne pas essayer de toujours tomber dans les mêmes fréquences. Donc, ce qu'on veut, c'est créer des épaisseurs de matériaux différents, des couches d'air d'épaisseurs différentes, puis de la masse puis de l'air, dans le fond. C'est que plus qu'on a de masse, plus qu'on a d'air. Donc, j'imagine qu'un verre 12 mm est plus acoustique qu'un verre 3 mm. Puis si j'étais capable de mettre 4 pouces d'air entre mes deux verres, ça serait beaucoup plus isolant que si je mettais seulement une demi d'espace d'air. C'est bien ça? C'est ça. OK. Donc là, la cavité d'air va avoir deux principes d'action, à savoir si l'air ne résonne pas intrinsèquement dans la cavité. Puis après, quand on la conjugue, c'est comme si on a un ballon entre deux verres. Ça fait un peu comme un phénomène de piston. Et savoir si ce phénomène-là, quand on l'assimile en mécanique à un ressort, est-ce que ça amplifie ou ça atténue? OK. Donc ça, on va en voir tout à l'heure que quand on a un graphique, ça se voit sur le graphique, ces phénomènes-là. On retombe encore dans le vif du sujet. Donc là, on est littéralement dans notre ce qu'on a fait, nous. On avait une source de son extérieur, puis on avait un récepteur à l'intérieur. Oui, puis ça revient toujours à l'idée de faire un test STC. Quand on a un test STC, c'est une méthode normalisée d'essai en laboratoire. Bien là, on a un peu un croquis simplifié de c'est quoi un test en laboratoire ou qu'on peut reproduire un peu dans n'importe quel environnement. Et donc, par rapport à ça, on va toujours avoir un niveau source, un niveau de bruit. Donc, comme par exemple, on met une centaine de décibels d'un côté et on va avoir notre échantillon, notre élément de surface donné S ou combien de mètres carrés on met dans le... Donc, c'est une fenêtre, par exemple. Et ma fenêtre, elle a 1 mètre carré, elle en a 10, ainsi de suite. Et puis, on va avoir un côté récepteur du côté opposé. On va pouvoir mettre à chaque fois nos capteurs, nos sonomètres, nos microphones et avoir une mesure, une approximation de la moyenne des niveaux de bruit d'un côté et de l'autre et pouvoir faire la soustraction entre les deux. Et donc, cette soustraction-là va donner le niveau d'isolement brut. Niveau source moins niveau récepteur, c'est l'atténuation telle que mesurée par les microphones. OK. Donc ça, c'est assez simple à mettre en œuvre. Puis à l'oreille, c'est aussi ce qu'on entend. Fait que si j'ai écouté depuis le début ce que tu me dis, ce qu'on va tester là, c'est des dBA? Ça peut être, oui, c'est des dBA. Parce que ce qu'on veut tester, c'est... le sonomètre, dire combien de dBA d'un côté et de l'autre. Parce qu'on veut ce qu'entendre, c'est notre oreille. C'est pas ce qu'un micro entend, c'est ça? C'est ça. J'ai suivi depuis le début. Oui, mais là, la différence, par contre, c'est qu'on va mesurer, oui, pour avoir une moyenne globale. Le dBA, c'est toutes les fréquences qu'on combine ensemble. Mais si on veut le faire de façon précise, c'est qu'on va le décortiquer fréquence par fréquence aussi. Mais c'est la même méthode, c'est la même instrumentation là, qui fait l'un et l'autre. Et donc, après, si on maintient la précédente diapo, on avait l'isolement normalisé. C'est que la différence entre nos oreilles puis le microphone puis le fait de travailler en laboratoire ou de travailler dans un bureau, dans une maison, bien, c'est que l'environnement acoustique du milieu récepteur va changer. Et puis aussi, la dimension de l'échantillon ne sera pas toujours la même. Tester une fenêtre d'1 pied carré, une d'1 mètre carré, puis un mur rideau là, de 50 mètres carrés, mais il y a plus d'énergie qui passe là, dans le mur rideau de grande surface. Okay. Donc, on va avoir une pondération de surface qui va être liée qui est importante, ouais, c'est ça. Donc, nous, quand on teste une fenêtre en laboratoire, c'est toujours une grandeur standard. Mais quand tu fais un test réel sur place, il faut que tu prennes en considération l'ampleur de l'échantillonnage, c'est ça? Puis, c'est également de savoir si j'ai
un morceau de la paroi ou si j'ai toute la paroi. Si j'ai une porte dans un mur ou une fenêtre dans un mur, c'est de réussir à relativiser le mètre carré d'un et de l'autre. Okay. Ça peut être des éléments à prendre en compte. Et puis ensuite, l'autre aspect, c'est la réverbération du local récepteur. Parce qu'en fait, quand on a une captation ou un certain environnement fermé, une pièce ou un local, on va avoir des réflexions sur les murs. Ouais, qui sont plus ou moins intenses. Donc, dans un laboratoire, elles vont être extrêmes, ces niveaux de réverbération-là. Et si on travaille dans un condominium avec un gros lit, avec une grosse douillette, des rideaux au mur, du tapis au plancher, bien là, on n'aura pas beaucoup de réverbération. Oui, je comprends. C'est un peu le principe aussi de l'instrument de musique. Là, il y a une cage de résonance. Donc, plus que la cage de résonance résonne, donc plus le son va être amplifié à l'intérieur. Oui. Et donc, pour nous, notre objectif, ce n'est pas de mesurer la réverbération, c'est de mesurer ce qui traverse notre élément. Tout à fait. Et donc, on va vouloir soustraire l'influence de la réverbération. Okay. Lorsqu'on parle d'isolement normalisé, ce sont les deux principaux aspects qu'on va venir changer ou adapter dans nos calculs entre la captation des sonomètres, c'est de corriger pour des particularités de l'essai. Okay. Donc, dans des laboratoires, tout ça va être très contrôlé. Puis quand on travaille en certification in situ, donc dans du cadre bâti, bien là, on fait avec ce qu'on rencontre. Ce qu'on va voir un peu sur notre test live qu'on a fait ici chez RoboVert vendredi dernier, c'est qu'on travaille avec ce qu'on a. On a déjà quelque chose de construit, puis on veut tester, dans le fond, qu'est-ce qui va traverser notre mur rideau versus... Puis en soustrayant la réverbérance de la pièce. C'est ça. Quand on veut travailler vite, règle du pouce, l'isolement brut, ça convient. Puis si on veut tomber en certification plus précise, bien, l'isolement normalisé, ça permet d'enlever des variables. Et donc, là, les messieurs, je m'excuse, les messieurs, avant que vous continuiez dans vos normes de mesure, mais j'ai une question qui revient quand même souvent, puis je pense que ça va aider tout le monde pour la suite de votre présentation. Jean-Philippe, la différence entre STC et OITC, c'est souvent demandé, puis je l'ai sur le chat actuellement. Puis quand vous allez parler de tests plus tard, si les gens ont déjà ça en tête, je pense qu'ils vont encore mieux comprendre. Oui. Je crois qu'on y vient avant le test. Bon, on y vient, mais on peut peut-être tomber tout de suite dans le sujet et puis parler en fait de la différence. Donc, si on accélère un peu la présentation. Est-ce que je suis à la bonne place, Jean-Philippe? Non, on va encore avancer un peu, puis on va le montrer. On va avancer beaucoup. Donc, vaut mieux. Ici, on peut le régler tout de suite, puis on va. Là, c'est bon. C'est bon comme ça? On va parler des normes, en fait. Les normes ASTM, il va y avoir un cas pour le laboratoire, il va y avoir un cas pour le bâti, OK. Pour du bruit aérien standard. Et ensuite, on a le E1332, qui est en fait la classification pour le bruit Outdoor-Indoor, donc le OITC, donc Outdoor-Indoor Transmission Class. C'est qu'on va, au lieu d'utiliser du bruit rose, on va pondérer le bruit pour une moyenne liée au transport. Donc, c'est une combinaison de bruit routier, bruit ferroviaire et de bruit aérien. Donc, l'énergie de tout ça est un peu mise ensemble pour pouvoir avoir une valeur de référence. Et après, comparer la performance des éléments d'enveloppe ou des éléments de façade face à des bruits de transport qui sont souvent les nuisances les plus critiques là, pour une étude d'enveloppe. Si je comprends bien, ce que tu dis, c'est qu'un STC, c'est plus des bruits, la voix, les choses comme ça qui vont être en isolation, un exemple, à l'intérieur entre deux pièces. C'est ça. Et puis un OITC, ce qui ne sera pas pris en compte dans le STC. En OITC, qu'est-ce qu'on va venir rajouter dans la bande sonore? Ça va être les bruits de transport. Ça veut dire s'il y a une autoroute à proximité, un train qui passe, un aéroport, des choses comme ça. Si je comprends bien, c'est ça? Exactement, parce qu'en fait, l'isolation pour le langage, la parole, c'est plus des fréquences moyennes. Puis dans le bruit des transports, on a beaucoup d'énergie dans les basses fréquences. Oui, parce que de mémoire, le STC commence à enregistrer à 150 Hz, c'est ça? 125 Hz. Et donc, jusqu'à 4000. Jusqu'à 4000. Mais le OITC, lui, commence... Il descend à 80 Hz. À 80 Hz. Donc, entre 80 et 125, ça, c'est nos bruits sourds qu'on met ici. Il y a un camion qui vient de passer à côté de nous. Ça fait partie de ces sons-là qu'on va venir tester dans le OITC qui ne sont pas pris en compte dans le STC, c'est ça? En partie, oui. Ça va être une partie de la distinction entre l'un et l'autre. Puis quand on compare, en fait, c'est le même essai. Quand on est dans le laboratoire, on est dans le bâti,
c'est la même méthodologie, mais après, on traite les résultats pour ensuite... Donc, dans le laboratoire, tu vas émettre un son de transport. Non, je prends mon bruit rose. OK. Je prends mes résultats. OK. Puis après, je transpose l'élément testé, l'échantillon. Je vois ce que ça donne si je le soumettais virtuellement je comprends. Transport. Donc, c'est toujours la même pièce qui est testée, mais c'est deux normes différentes. Une prend en considération le bruit de transport, puis l'autre non. C'est ça. On peut simplifier ça comme ça. Donc, on peut dire que le STC va prendre en considération les bruits acoustiques comme la voix, plus donc, on le dit à partir de 125 jusqu'à 4000. Puis, le OITC, lui, va prendre en considération tout le spectre au complet en incluant... un peu plus large. Un peu plus large. Il ne prend pas tout le spectre, mais il prend un peu plus large, c'est notamment dans les basses. OK, bon, c'est bon. Je ne sais pas si ça répond à la question qui a été posée assez clairement. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent intervenir là-dessus. Si... Frédéric, tu as quelque chose d'autre à dire? Je pense que ça répond parfaitement à la question. Est-ce que tu as bien compris, toi, Frédéric? Oui, mais je savais déjà la réponse, malheureusement. Mais je ne savais pas toute la réponse. Jean-Philippe, c'est impressionnant jusqu'à maintenant ce qu'on apprend. Okay, je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui J'ai d'autres questions. Est-ce qu'on peut tout de suite en parler ou aimez-vous mieux attendre plus tard? Je vais juste aligner un exemple avant, puis après, on va tomber tout de suite dans les questions. Je vous laisse aller. Si tu peux me mettre un graphique. Ici, en fait, on va avoir le résultat de notre démonstration. Ce qui est important de comprendre par rapport aux normes, c'est aussi le fait que quand on fait un essai, l'acousticien ou les gens en laboratoire, ils vont tester les spectres, ils vont tester toutes les fréquences. Ça va nous donner des graphiques. Ça, pour un acousticien, le graphique parle. Okay. Mais pour un architecte qui fait une spécification, c'est plus difficile de spécifier un graphique. C'est un peu embêtant. Puis comparer des matériaux avec des graphiques, là, on ajoute là, des degrés de complexité. Okay. Et donc, quand on parle de OITC ou STC, c'est qu'on a une méthode pour résumer le graphique. Okay. On convertit 16 valeurs numériques avec qu'on voit ici dans chacune des bandes. Un chiffre. Donc, nos 16 bandes, le principe d'analyse, on les prend, puis on va voir quel est le chiffre moyen qui est le plus représentatif pour la perception. OK. Donc, on perd de l'information quand on passe de 16 à 1. C'est comme une moyenne, dans le fond. Là. Donc, quand on met un STC 37 sur un produit, c'est une moyenne de sa performance à travers toutes les fréquences en Hertz. C'est ça. OK. Selon deux critères, mais on n'ira pas dans le détail de la méthode graphique. Mais c'est de l'important, c'est quand même bon de comprendre, c'est qu'un transmission loss, un niveau d'isolement normalisé, on va l'avoir fréquence par fréquence. Puis quand on tombe en STC, on condense tout ça pour avoir un seul chiffre. Bien, on le voit très bien dans le graphique. Là. Dans le fond, ce que tu me dis, c'est que si je vois la transmission dans la bande, je ne sais pas si les gens voient ma souris ici, là, mais dans la bande de 80, 100, 125 ici, qui est quand même importante, c'est ça? Oui, bien là, on a moins d'atténuation, donc on a plus de transmission. On a plus de transmission. Donc, cette bande-là n'est pas prise en considération lors d'un test STC. Mais elle va faire partie de la méthode pour le... C'est ça. Elle va faire partie de la méthode pour l'OITC. Puis en plus de ça, quand je vais soumettre mon STC, dans le fond, c'est que ça va être une moyenne de l'atténuation qui a été faite sur chacune de ces bandes-là. Donc, si moi, ma problématique, comme dans ce cas-ci, un exemple, est à 100 Hz, disons, mettons, ou à 80 Hz, là, je ne sais pas. À 100 Hz, ici, est ma problématique. Donc, dans mon nombre moyenné, voyons, c'est pas un mot, ça. Dans la moyenne du STC, je n'irai pas nécessairement chercher où est-ce qu'il est le problématique. Donc, je résume ça rapidement. Moi, je suis dans le salon chez moi, j'ai un problème. J'entends l'autobus passer. L'autobus est dans la fréquence qui est problématique. Si je vais soumettre un STC, peu importe le STC élevé que je vais soumettre, c'est juste une moyenne, puis c'est pas nécessairement dans la fréquence où est-ce que ma problématique est. C'est ça que je comprends bien. Oui, puis des fois, ça va aller de pair. Donc, l'impression du STC va aller avec la perception, mais en même temps, si on a des bruits particuliers, ça peut être moins représentatif. Donc, c'est pour ça qu'il y a un certain débat là, à comparer STC ou ITC. Si on veut la règle du pouce, ça va à peu près l'un comme l'autre. Dire j'ai 100 décibels d'un côté, STC 50, il me reste 50 côté récepteur. Ouais. Ça va en règle du pouce. Mais si on veut aller en certification,
là, il vaut mieux travailler avec des valeurs détaillées, des spectres et des valeurs fréquence par fréquence. Quand on revient à notre test qu'on a fait sur le site ici RoboVert vendredi dernier, c'est que si moi, ma problématique, c'est mon voisin qui tombe son gazon le dimanche matin, trop de bonne heure, j'ai bien beau spécifier, peu importe les STC, si je ne suis pas sur place quand je n'ai pas fait un échantillonnage, je peux mettre la fenêtre la plus isolante en STC possible qui ne viendra pas nécessairement bloquer la problématique que je vis. C'est exactement ça. OK, je comprends. Donc, est-ce qu'on en parle-tu de notre test? On va écouter. on va pouvoir entendre un peu ce que ça donne quand on fait un test d'isolement de façade. Donc, je vais nous enlever de l'écran comme ça. Les gens, vous nous entendez bien toujours. Bon, donc c'est ça. On a fait un petit accéléré de notre mise en place. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des récepteurs à l'intérieur et à l'extérieur d'un bureau ici avec un mur rideau, une fenêtre qui est ouvrante. Et puis, à l'extérieur, Jean-Philippe a installé 2 haut-parleurs qui émettent quoi? Là, on est autour d'une centaine de décibels entre 10 et 6 pieds du mur rideau. Donc, on va émettre 100 décibels vers le mur rideau. Là. Présentement, c'est du bruit blanc. Rose? Du bruit rose. Okay. En fait, là, c'est un exercice de démonstration. Là. Si on était en certification, on aurait plus d'éléments à prendre en compte. On mesurait la distance plus précisément, puis les positionnements de haut-parleurs seraient éventuellement différents. Mais là, l'idée, c'est de savoir, j'ai 100 décibels d'un côté, qu'est-ce que j'entends une fois rendu à l'intérieur. Alors, tu prends ta lecture à l'extérieur face au mur, c'est ça? Face à une certaine distance du mur, oui. OK. Après, on va faire une moyenne de différents points. On va essayer de se représenter si c'est assez uniforme. Et puis, une fois qu'on a cette moyenne-là, on va avoir notre source. OK. Donc là, tu fais ta moyenne, tu prends ta source, puis on retourne vers l'intérieur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller reprendre la main. On n'a pas touché au haut-parleur, on n'a rien touché. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer à l'intérieur, puis on va voir c'est quoi la dB loss, dans le fond, la déperdition de dB qu'on va avoir juste avec le mur rideau. C'est ça. OK. Parce que là, on a le bruit dehors, le bruit en dedans, puis l'écart entre les deux, c'est ça qui nous intéresse. OK. En même temps, là, le sonomètre qu'on utilise, il capte toutes les fréquences, puis il analyse les unes par rapport aux autres en temps réel. Donc ça, c'est l'aspect niveau source. Après, on va tomber au niveau intérieur, un peu la même situation. Là, on n'a pas abordé l'aspect normalisation. Là, dans le traitement de résultats, ça apparaît. Mais d'un point de vue pratique, là, c'est que l'acousticien va avoir d'autres étapes là, à faire sur place pour normaliser. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans le fond, tu reprends la même lecture, mais de l'intérieur. Puis si je vois ton sonomètre est à 66 ou à peu près, ça va être dans le fond, si on avait 100 dehors, puis on est à 66 à l'intérieur, ça veut dire que c'est ça, notre dB là, c'est 40, à peu près. C'est une 35-40. 35-40. Après, l'atténuation en décibels qu'on s'attend pour un vitrage commercial, là, un quart, un demi, un quart. Là, donc, ton STC, on vient de le calculer live, là, c'est 35. À peu près. OK. C'est la règle du pouce. Okay. C'est la règle du pouce au sonomètre si j'ai mes dBA moins dBA d'un côté. On est à 62,8 dans la minimale, dans le fond, dans où est-ce qu'il y a le moins de transmission. Parce que aussi, il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de cette pièce-là, il y a de l'air, il y a des systèmes de ventilation et des ordinateurs qui roulent. Là. Fait que, donc, on serait à 37 d'STC. C'est ça? D'isolation brute. D'isolation brute, OK. Et puis après, on va pouvoir jouer avec nos chiffres puis faire un graphique. Donc là, en termes de moyenne, on peut moyenner en variant la position du microphone ou on peut varier en faisant des positions fixes et puis en prenant plusieurs acquisitions. OK. Et donc, là, en fait, par la suite, on va voir l'influence de l'ouverture de la fenêtre sur combien le bruit passe. Et puis, voir un peu ce que ça peut donner en termes de perception si on vient entrouvrir la fenêtre. Parce que là, une question, là, c'est que tout ça, on le fait pour le confort des gens. Entre autres, là, dans les démonstrations que vous avez vues en prémisse au webinaire, il y avait un cas avec un passage de train. Est-ce qu'on va se réveiller la nuit? Et puis, les normes municipales, les normes urbanistiques vont aussi être établies pour garantir un certain confort, entre autres dans le résidentiel, mais aussi dans d'autres usages, un usage pour le travail, etc. Donc là, c'est bien beau, on avait un mur on avait une déperdition de 35 dB, mais si j'ouvre la fenêtre, on voit clairement
l'effet de... Excuse-moi, flanking, mais en français. Transmission indirecte. Transmission indirecte. La transmission franche, en fait, parce que l'air vraiment passe au travers de l'ouverture de la fenêtre. Donc là, on voit tout de suite, en ouvrant la fenêtre, qu'on a automatiquement, là, on est rendu à 74,7 décibels à l'intérieur. Puis là, on a une ouverture complète de la fenêtre. On va monter jusqu'à 79 dB. Donc là, on n'a plus seulement que 21 dB de déperdition. Donc on a passé de 35, 37 quasiment à 21. C'est ça. En ouvrant la fenêtre. Grosso modo, une fenêtre entrouverte, on dit que c'est 15 ou moins décibels d'atténuation. Quand on veut faire des fenêtres d'endurance. Et là, on referme la fenêtre. On revient. On tombe à notre valeur qui est isolement brut puis qu'on peut convertir en STC après. Ouais. Donc, je pense que cette petite explication-là est quand même assez claire pour voir la quantité d'énergie ou la quantité de bruit qui va passer à travers un mur rideau ou à travers une fenêtre entrouverte. Puis ça explique encore une fois très clairement le STC ou le ITC de la manière qui est calculée parce que toi, tu vas avoir pris des lectures parce que là, j'imagine, nous, on va tomber dans un autre graphique où est-ce que là, tu vas interpréter ta lecture puis c'est le graphique qu'on avait là, c'est ça? C'est ça. Donc, en rouge, on a notre niveau source dehors. En bleu, on a le niveau, la moyenne à l'intérieur. Puis les bandes vertes, ce sont les écarts entre les deux. Et c'est ces valeurs-là qui vont nous donner après qu'on va utiliser pour transformer en STC. Si je prends ce graphique-là puis je l'interprète, puis corrige-moi si je me trompe, mes graves passent plus que mes aigus. C'est bien ça. OK. Et ça, c'est lié, entre autres, à la masse des matériaux. À la masse des matériaux. Plus c'est lourd, mieux on aurait de hauteur là, dans donc, ces ma voix la voix humaine qui était entre 500 et 600, c'est ça? Bon, il y en a entre 200 et 8000, il y en a différentes parties d'énergie, mais l'essentiel du langage... Donc, ma voix humaine passe moins qu'un camion. C'est ça. Donc, je suis plus isolant à la voix qu'au son d'un camion qui va passer dans la... C'est par exemple la différence à prendre du vitrage pour des bureaux de la division intérieure versus des vitrages en façade. Bien, si on veut couper du bruit de transport, il vaut mieux gagner en masse pour réussir à gagner dans les basses fréquences. Puis ensuite de ça, si je descends... Donc après, c'est la conversion là, qu'on parlait tout à l'heure. On convertit le graphique pour avoir un chiffre. Bien, la courbe STC, c'est cette méthode-là. Okay. Mais grosso modo, on peut prendre un calculateur, on peut le faire dans un tableur. C'est une conversion du graphique pour le résumer. Alors, la réponse à notre test était STC quoi? Bien, là, on peut enchaîner. Le 20, c'est pas bon. 45, on surestime. Et on arrivait à 36 de STC pour notre démonstration. Mon calcul du pouce, c'était bon, 35? À 37. Peu près. On est dans l'ordre. Puis tout ça, avec une incertitude, là, souvent, on va juger de ces 3 décibels, l'ordre de grandeur de la marge d'incertitude sur la méthodologie. OK. Et puis, j'imagine, après ça, tu as fait l'OITC? L'OITC aussi plus tard. OK. Mais en fait, souvent, la règle du pouce, c'est à peu près STC moins 6. Si okay. On veut, simplement. Là. Donc, on serait dans UITC 30, techniquement? Oui, c'est ça. Okay. Et donc là, on pourra en revenir dans les périodes de questions à comparer différentes configurations de vitrage ou différentes surtout le jouer avec les épaisseurs, tout ça. On vient jouer sur les graphiques. Si on simplifie tout ça, on a un cas donné, on a une épaisseur ou une masse de verre donnée. Est-ce que le graphique il va dans le bon sens pour nous ou pas? Sachant qu'on va avoir plus d'intérêt à essayer d'éviter les défauts ou les faiblesses entre le 100 Hz et puis les 4000, 5000 Hz, dans les parties sensibles de l'oreille humaine, puis aussi sensibles à cause de la méthodologie qu'on a adoptée. Donc, avec mon test qu'on vient de faire là, moi, je t'ai dit, écoute, moi, la problématique que je vis vraiment chez RoboVert dans mon bureau, c'est les camions qui passent. On estime les camions entre 80 et 120, mettons, Hz. Tu dis, bon, OK, là, comment est-ce qu'on fait pour les bloquer? On rajoute de la masse. À partir de là, c'est là qu'on peut déterminer qu'est-ce qu'il faut faire pour satisfaire le client, entre parenthèses. Oui, puis c'est aussi de voir le gain de performance, comparer un verre par rapport à l'autre. Si on a dans l'analyse du rapport qualité-prix, d'un point de vue structurel, on ne peut pas aller sur plus qu'1,5 pouce de verre pour différentes raisons, bien, qu'est-ce qu'on peut faire entre les deux?
comparer si un verre laminé, ça vaut la peine comparé à du verre standard. Ça, c'est un des aspects. Par rapport à ça, si je fais une petite aparté, c'est que le laminage, ça va bien, mais ça varie en fonction du produit qui est utilisé, de l'épaisseur, de l'agglomération du laminage. Puis aussi, c'est qu'il faut penser au Québec, là, quand il fait -20, bien, on perd, grosso modo, on perd presque toute la performance ou le bénéfice lié au laminage, à la résilience que la couche intermédiaire va apporter. Donc, le PVB à -20 travaille plus il devient haut. solide. Il devient solide. Ça devient aussi rigide que du verre, presque. Donc, on perd le test qui a été fait en laboratoire dans un environnement contrôlé. À 20 degrés, 22 degrés, plus ou moins 2 degrés. Devient biaisé parce que ton laminé, lui, à -20, il ne fonctionne plus. Là. Le bénéfice n'est plus là. On retombe à du verre standard. Donc, si je comprends bien, la technique qu'on a mis en place depuis plusieurs années, c'est-à-dire de mettre des verres pas laminés dans nos conceptions et la méthodologie la plus logique à suivre à cause de nos températures. En Floride, je ne dirais pas, mais ici au Québec, ça se défend tout à fait. Dans le rapport qualité-prix et moyenne annuelle, tout ça, ça se défend pour différentes raisons. C'est bon. Avais-tu un autre slide? Excuse-moi, je voulais... Bien là, on peut voir l'effet de changer l'épaisseur, etc., mais on n'entrera pas dans le détail des graphiques. Ça, sont fournis pour que vous puissiez les consulter a posteriori là, du webinaire d'aujourd'hui. Et puis, on pourra, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les adresser. Parce que c'est ça, je vois l'heure arriver vite, puis j'imagine qu'il y en a encore des questions à remplir dans le petit dernier 10 minutes qui nous reste. J'aimais beaucoup, par exemple, quand on voyait cette petite animation-là. Je ne sais pas si on peut passer vite dessus, Jean-Philippe, si tu as 2 minutes. Oui, puis on peut parler en même temps qu'elle défile. En fait, c'est le travail de l'acousticien. C'est pourquoi on fait des tests d'insonorisation de façade. Ce qu'on rencontre là, depuis 5-10 ans, c'est qu'on a des exigences urbanistiques. Quand on n'est pas capable de mettre une butte anti-bruit ou un écran routier, puis qu'on a un environnement bruyant, bien, il faut pouvoir garantir qu'on va avoir, par exemple, 40 décibels dans les chambres à coucher. C'est dans les réglementations, on n'a pas le permis de construire sinon. Donc, l'acousticien, ce qu'il va faire, il va considérer les ensembles des sources sonores, puis éventuellement faire un modèle 3D de propagation pour savoir combien de bruit il y a à l'extérieur de l'enveloppe. Puis après, calculer la performance, anticiper la performance de l'enveloppe en considérant les STC du toit, les STC des vitrages, les STC de la section opaque des murs, et puis anticiper, calculer qu'est-ce que ça donne dans les pièces. Parce que si je regarde ce que j'ai posé ici, là, dans le fond, ce qu'on voit, c'est que si on voit ma souris... dans le bleu, on a par exemple 70 décibels. 70 décibels versus le même bâtiment, mais... Ici, où est-ce que les décibels vont être atténués? C'est ça. OK. Parce que là, on a déjà un écran anti-bruit, mais au rez-de-chaussée, il performe mieux qu'au 4e. Puis on voit clairement aussi, quand on parlait de la propagation verticale, donc on voit ici que les gens qui sont au rez-de-chaussée ont une meilleure isolation acoustique que les gens qui sont au 3e étage. En fait, c'est que l'exigence va être... Le critère de conception peut être moindre si on est moins exposé. Mais généralement, on va simplifier en prenant le pire scénario. On va prendre le logement, la pièce la plus exposée du bâtiment, puis voir si elle passe, bien ça fonctionne. Et on regarde l'autre bâtiment d'à côté qui est exactement ici. Pareil, je suis allé un petit peu trop vite, mais on voit qu'ici, le 3e étage, lui, est moins exposé que sur le bâtiment précédent. Donc, c'est en fait, quand la spécification, on pourrait dire, là, on peut dire que c'est OITC 32, puis l'autre, c'est 33, et faire du détail. Mais généralement, on va proposer une solution unique pour tout le bâtiment. Donc, on prend la pire des lectures, puis on dit, bien, toutes les portes patio, toutes les fenêtres de chambre doivent être... C'est ça. À rencontrer cette norme-là, parce que ça va être ça. Parce qu'on est obligé de dire que si l'inspecteur de la ville, il vient au livret, puis qu'il prend son sonomètre, puis que ça dépasse 40 décibels, bien, on est hors conformité. Mais ça, c'est le fun à faire avant que ça soit construit. Si on doit solutionner ça une fois que c'est livré, on tombe dans des gros cas juridiques. Écoutez, ça va vite. Moi, j'ai du fun, puis je pense qu'on pourrait t'offrir encore 1 heure avec Jean-Philippe, il n'y aurait pas de problème. Mais j'aimerais ça qu'on prenne un peu de temps pour répondre aux gens, parce que j'imagine qu'on a des gens qui ont des questions. Si c'est le temps là, de vous montrer vos faces, puis d'ouvrir vos micros, si vous voulez nous parler, on est tout oui.
On avait une question de Charles Joël qui dit comme le son est transmis par vibration, est-ce qu'un cadre avec un bris thermique possède une meilleure isolation sonore qu'un cadre sans bris thermique? Bien, c'est toute une configuration de l'assemblage global. Savoir si le sertissage des pièces l'une par rapport à l'autre, les joints entre le vitrage et le cadrage, tout ça va avoir un résultat global. Normalement, on va dire que c'est négligeable, l'influence du cadre, mais ça peut devenir significatif. C'est ce qui va distinguer un test STC pour juste le verre versus un test STC pour une fenêtre installée. Donc, il n'y a pas de réponse unique. Il faut comparer un modèle par rapport à un autre pour pouvoir dire s'il y en a un qui est meilleur ou pire. Si j'ai envie de faire une règle du pouce, je me dis j'ai deux matériaux différents qui doivent vibrer à des fréquences différentes. Donc, j'imagine, si je prends juste le cadre lui-même à la virgule près, c'est certain qu'un tube d'aluminium versus un tube avec un bris thermique va vibrer. Parce qu'en plus de ça, tu vas normalement, ça va amener une disparité qui va amener un amortissement supplémentaire. Mais cet amortissement-là peut être minime sur un test en laboratoire parce que là, c'est tout l'ensemble de la chose qui va faire la différence en lecture de l'autre côté. Donc, ce que tu me dis, c'est que c'est la mécanique des matériaux. C'est ça. Donc, la réponse n'est pas tout le temps uniforme ou valable si on a une fenêtre de 1 mètre carré versus un mur de 10 mètres, 25 mètres carrés. Le comportement de la mécanique des matériaux peut changer en fonction du poids qui est impliqué, du serrage. Donc, c'est pour ça que c'est un peu... Il n'y a pas de réponse unique à ça, mais en règle du pouce, principe général, oui, ça devrait être mieux, mais c'est pas garanti. Je comprends bien. Je comprends bien. Puis excuse-moi, Joël, ça m'amène à une autre question de Daniel qui nous demande est-ce que la dimension d'un panneau de verre influence le STC? Plus grand égale plus de vibration. Tu as mentionné que les tests se faisaient toujours avec une grandeur X de vitrage, mais dans le cas où on vit, nous, actuellement, dans le porte et fenêtre, puisque c'est démesuré, les grosseurs de fenêtres, est-ce que ça a un impact direct sur le son? Ben en fait, c'est que l'acousticien va le savoir, puis quand on parle de la normalisation, isolement brut versus isolement normalisé, le critère surface entre. Il faut qu'on rentre le mètre carré de l'élément. Et quand on teste une enveloppe, on va tester X mètres carrés de surface opaque, X mètres carrés de vitrage, X mètres carrés de jonction ou de toiture. Donc, normalement, quand on fait l'analyse détaillée, ça va aller de pair de considérer les éléments de surface. Mais je reprends la question de Daniel, puis je me dis, on a testé une fenêtre dans un laboratoire avec un STC ou un OITC, on l'installe sur un chantier, mais là, la fenêtre, elle n'a plus la grandeur standard, elle a 20 fois j'exagère, mais elle a 10 fois la grandeur qui a été testée, donc elle n'a plus pantoute le même STC, là. Il y a deux choses. Si on a le STC pour le vitrage, lui, il est déjà normalisé. L'aspect dimensionnel est écarté du résultat. D'accord. Donc, normalement, un test STC pour un assemblage lame d'air vert, il est supposé avoir le même résultat indépendamment de la surface parce qu'on peut remettre la pondération de surface a posteriori. Le changement, c'est le ratio cadrage versus élément vitré, par exemple. Parce que si on a une petite fenêtre, on va avoir un plus gros ratio d'importance de la quincaillerie périphérique. Puis une grande fenêtre, ben, le ratio est moindre. OK. Et donc, un peu comme on a les portes qui sont certifiées coupe-feu, ben, si on change le cadre de porte, il faut refaire un test de flamme. Ouais. En acoustique, si on a une performance pour une fenêtre livrée avec son cadre, ben le test il est valable pour l'échantillon qui a été testé. Si on vient changer le cadrage, la grandeur, il faut retester l'échantillon. OK. Donc, c'est un peu ça la différence entre un test de juste le verre versus un test d'un modèle de fenêtre précis. C'est qu'il y a l'aspect pondération de surface. L'acousticien peut être à même de dire qu'il va demander un test en fonction de tel modèle. Puis on peut rajouter une couche par-dessus ça en disant il y a un test in situ aussi sur place, la fenêtre installée dans le mur avec toute la poutine là, qui suit. Exactement.
Une autre question. Je pense qu'on pourrait même faire un peu d'overtime. Ben oui, les gars, vous autres, Joël, toi, je sais qu'il n'y a aucun problème, là, mais Jean-Philippe, si tu peux faire un petit peu d'over. On en prend des questions tant qu'il y en a. C'est bon. Il y avait une question un peu plus tôt de notre ami Rémi qui parlait d'un double vitrage avec 2 épaisseurs différentes. Ça, je peux la répondre parce que j'ai les réponses avec moi, mais exemple, un vitrage avec un verre de 3 mm et de 5 mm, ça donne un STC de 35 versus un vitrage triple qui a 3 verres de 3 mm qui, lui, donne un STC de 31. C'est sûr que quand on fait une différence sur l'épaisseur des verres avec ce que tu nous as appris aujourd'hui, ben on voit que ça a un impact direct. Oui, puis il y a aussi un autre point qu'on a moins abordé, c'est l'effet de réverbérance sur les pièces. Dans le sens que si tu as 3 verres de 3 mm qui vibrent toutes les 3 à la même fréquence, tu vas avoir plus de transmission vers l'intérieur du bâtiment que si tu as un 6 et un 3 qui vibrent à des fréquences complètement opposées. Puis corrige-moi si je me trompe, Jean-Philippe. Bon, en fait, on concentre le défaut ou la faiblesse. OK. Si, pour les 3, comme la faiblesse, ça dépend de l'épaisseur du verre, ben ils vont tomber les 3 dans le même creux, les 3 au même endroit. Que si on a différentes épaisseurs, le creux se superpose, mais à des fréquences différentes. Donc, en fait, c'est là l'écart un peu entre les deux. Et puis, en fait... Je vais remettre un acétate qui le démontre bien là, pour que les gens puissent voir. Dans le fond, on le voit ici, c'est 3, 6, 9, 12, 24 mm de verre. Hein? C'est ça? Oui. Et donc là, c'est la fréquence critique de résonance de la feuille de verre. On voit que le STC va être dépendant du creux là, qu'on voit là, entre 630 et puis 3-4 000 Hz. Puis on voit là, le creux, il se décale en fonction de l'épaisseur. C'est ça. Et c'est ça qui va déterminer, grosso modo, le résultat STC quand on convertit le graphique. Avant que les gens chialent, là, on le sait que du 24 mm et du 9, ça n'existe pas. Je l'ai fait la remarque. J'ai eu la réponse. Je vous la partagerai en privé si vous voulez le savoir. L'idée, c'est de la démonstration, voir l'influence du changement de l'épaisseur. On vient décaler à quelle fréquence survient. Donc, si on additionne le graphique du 3 par-dessus le graphique du 9, par exemple, on voit qu'on va avoir une moyenne globale avec 2 creux étalés en fréquence qui vont être moins dommageables qu'un gros creux. Puis on voit le creux qui est, dans le fond, si les gens voient mon pointeur, le creux qui est ici, c'est la faiblesse du verre dans sa fréquence. Bien, la faiblesse se déplace en fonction de l'épaisseur du verre parce qu'il ne vibrera pas à la même fréquence. Oui, puis même à la limite, là, le 3 mm est tellement aigu qu'on dans l'affichage du graphique, ça tombe en dehors de l'affichage à l'extrême droite. Donc là, on a cet aspect-là que quand on vient conjuguer différents vitrages, ben la symétrie de base, c'est un bonus, mais le rapport qualité-prix, des fois, ne va pas être autant significatif que si on est capable, par exemple, de mettre plus épais de verre. La règle du pouce, plus simple. Première étape, essayer de mettre plus épais. Ensuite, si on est capable d'élargir au maximum la cavité d'air. Après, l'autre option, c'est à tomber en asymétrie lorsqu'on tombe en unité triple ou double ou triple. Essayer d'avoir de la symétrie, mais à la limite, c'est optionnel ou c'est moindre comme changement que la question là, de mettre plus épais et mettre plus large d'air. On avait cette discussion-là en préparant la présentation. Quand ce qu'on fait dans un aéroport, on met un verre intérieur avec un 5 et un 6 mm, on met 4 pouces d'espace d'air, puis à l'extérieur, on met un verre 12 mm à angle pour que, la réflexion soit au maximum vers l'extérieur, que le 4 pouces d'espace d'air, bon, il va être, tu vas me dire, 2 pouces en bas puis 4 pouces en haut, là, mais on va avoir un maximum d'espace d'air, donc puis on n'aura pas de réverbérance à l'intérieur de la chambre d'air. Puis ensuite de ça, tout ce qui va rester, qui va être transmis vers le thermo, bien là, encore une fois, on va avoir un effet de deux épaisseurs différentes qui vont encore une fois atténuer le son qui reste. Donc là, on tombe avec des murs ultra isolant, mais c'est encore une fois, c'est ça. On met de la masse, puis on met de l'espace d'air, puis on met de la symétrie. Oui, puis c'est qu'aussi, là, quand on gradue l'influence d'un par rapport à l'autre, ça permet d'expliquer pourquoi un verre triple dans du cadrage résidentiel de base, c'est bon en énergétique, mais en acoustique, on n'a pas de bénéfice. Parce qu'on tombe dans des verres éventuellement un peu plus minces, puis des petites cavités d'air. Donc, contrairement au cas d'aéroport où on est capable de se permettre une grande cavité d'air, là, c'est un point qui est plus important dans le terme de performance. Est-ce qu'on a d'autres questions?
Oui, on avait l'effet d'une pellicule Louis. Est-ce que c'est négligeable pour le calcul du STC? Généralement, oui. Un peu comme j'avais dans les exemples l'argon versus pas d'argon dans le remplissage d'unités scellées. C'est négligeable. Des fois, ça va ajouter un point, des fois en soustraire un. Donc, sachant que la méthode est plus ou moins 3 décibels, c'est que tout ça, c'est pas statistiquement significatif. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est que tu prends la valeur brute de transmission de l'air versus de l'argon, c'est extrême dans la transmission sonore, mais quand tu le mets en réalité dans une fenêtre installée, ça... Ben, le sonomètre va pouvoir le mesurer, mais l'oreille humaine le mesurera pas. C'est le troisième chiffre passé à virgule. Là, on est rendu loin dans la performance. C'est ça. Je pense qu'on répondait à Claude en même temps, Claude demandait si c'était vrai que de mettre des verres asymétriques. Bien, asymétrique, la règle du pouce, c'est bon, mais c'est pas. Si on est capable, on gagne plus avec la masse puis avec la lame d'air la plus grande. Donc des verres plus épais. C'est ça. Entre autres, là, dans les graphiques comparatifs auxquels vous aurez accès, on peut voir quand on a une masse standardisée, puis qu'on passe d'un verre 12 mm, 2 x 6 avec une lame d'air ou un certain autre espacement, bien là, on voit un peu le décalage que ça peut amener sur les graphiques, puis aussi les chiffres STC ou ITC qui correspondent. Je vois un 4-6-4 dans le fond. Un 4-4-4 qui donne un OITC ou un STC de 27, puis un 6-6 qui donne 35. C'est ça. Donc là, on a toujours la même masse de verre au total, mais c'est que là, le bénéfice de la cavité plus large est sensible. Ça, c'est très représentatif. C'est bon, ça. J'aime ça les questions. Moi, allez-y. Puis là, j'ai pas personne encore qui m'a posé une question live, à part Frédéric. Là, j'aimerais ça avoir des gens sur Zoom. Là. C'est le temps de vous montrer. Là. Ouais, ils sont pas game. Hein? On va être obligé d'en nommer. Pourtant, le télétravail étant terminé, j'imagine que les gens sont habillés normalement. Oui. On va être obligé d'en nommer. Et on en prendre une de Maxime. Maxime devrait être bon pour se montrer. Oui, Maxime, normalement, il est bon pour poser des questions live. Oui. Ça change. Alors, considérant l'information que vous nous avez donnée sur les PVB, le PVB l'hiver, tu m'as appris quelque chose. Est-ce que le Sentry Glass, considérant qu'il est plus souple, a aussi des effets diminués au froid? Est-ce que tu connais ce produit-là, Jean-Philippe? Ben, en fait, il y a différents produits, puis même dans les marques, ils ont différentes gammes de couches, puis différentes épaisseurs de couches de laminage. Ouais. Donc, pour pouvoir le savoir, c'est qu'il faut le tester dans les conditions qu'on veut. Il y a des rapports où moi, j'ai consulté récemment une étude là, où on cherchait à voir qu'est-ce que ça donnait l'influence du gel sur la performance. Et donc là, dans le contexte canadien, en fait, c'est justement il y a un bémol aux couches de laminage, justement, au fait qu'ils perdent leur performance au froid. Donc, la perte de performance ne sera pas la même si le matériau est déjà très flexible et plus épais au départ, mais c'est qu'il n'y a pas de réponse standardisée. Tout ça est dépendant de quelle couche de séparation. C'est ça. Puis aussi, dans un cas comme un produit spécifique comme le Sentry Glass, où est-ce que c'est pour des aspects sécuritaires qui est utilisé et non pour des aspects acoustiques, c'est complètement... la question ne se pose plus. Là. Si le produit a été utilisé sur un projet donné, c'est pas pour des raisons acoustiques, c'est pour des raisons de sécurité. Donc, je comprends que oui, l'acoustique va être différent, tout dépendant de la température, mais rendu là, il y a une raison autre. C'est le rapport qualité-prix également. Parce que, comme on disait, il vaut mieux mettre plus épais, ça risque d'être moins cher, mettre un verre standard plus épais que de payer du verre laminé haut de gamme. En laminage des verres, on peut faire des miracles, entre autres pour les pare-brises automobiles, qui ont été aussi, c'est une des origines du développement des laminages pour l'acoustique, c'est de réussir d'atténuer le bruit dans les habitacles. Bien, ça, on réussit à gagner en bonne performance, mais le prix qu'on va payer pour un pare-brise de véhicule, c'est pas la même chose qu'on va mettre sur un bâtiment de 25 étages en mur rideau. Oui, non, j'espère, parce que j'ai récemment vécu l'expérience. Donc, les gars, rapport qualité-prix.
advenant que le verre laminé, on l'installe à l'intérieur, le côté intérieur dans le vitrage. Fait qu'on le protège du froid. J'aimerais ça vous entendre là-dessus, parce que c'est revenu à 2 reprises, cette question-là, puis je la trouve très bonne. Ben en fait, je suggère, je vais essayer de mettre le lien ultérieurement dans les médias. Je suppose on pourra partager des informations avec les participants. En fait, c'est que dans l'étude que j'ai lue, il faisait mention que s'il fait moins 20 dehors, ben, le verre intermédiaire ou le verre intérieur, il ne sera pas à 20 non plus, à moins qu'il soit vraiment chauffé en air pulsé direct, là. Donc, si le verre, s'il fait moins 20 puis que le verre intérieur il est à 5 degrés ou 10, ben, c'est pas pareil que la performance de laboratoire qui va être testée à 22. C'est ça. Donc, là, encore une fois, le test laboratoire est biaisé. Donc, on perd beaucoup ou on perd peu, mais c'est là, dans l'analyse là, de l'efficacité de la chose, c'est à prendre avec un peu à mitiger l'influence d'un par rapport à l'autre. Puis aussi, c'est que c'est difficile parce que les laboratoires ne sont pas nécessairement équipés pour faire des essais acoustiques en thermique à basse froide. température, c'est ça. Puis une question de... Excuse-moi, Joël. Pas de faute. Une question de Luc Laurando qui nous demande donc un verre 1 pouce écart double est mieux qu'un 1 pouce écart triple, étant donné qu'il y a une plus grande chambre d'air. Oui, bien c'est ça, c'est le graphique qu'on avait, on l'a mis tantôt. C'est-tu lui, Jean-Philippe? Ben ça, oui, ça en est un exemple. Là, ça, dans le fond, ici, on avait le double fini 1 pouce. Puis on avait le même 1 pouce. Parce que là, les deux verres triples, là, ils sont moins bons que du verre simple. Si on prend juste le STC. Donc, c'est à relativiser en fonction là, de quelle épaisseur. Puis c'est aussi nos contraintes qu'on peut avoir sur le cadrage, sur l'intercalaire, puis tout ça. Quelles sont les tolérances? Parce que c'est pas la même chose de construire une fenêtre dans un maximum d'1 pouce d'épais, puis quand on dépasse ça, là, dans les cadrages, dans les profilés, on change un peu de modèle, ça peut devenir beaucoup plus compliqué. Joël, Maxime peut dire que son Zoom est avec Firefox et qu'il n'a pas accès à son micro, et qui nous promet qu'à la prochaine, il pointera le nez pour la question live. Merci, excellent. Maxime. Je fais le tour. Beaucoup de questions qui sont revenues, que vous avez déjà répondu, les gars. On peut essayer d'aller vers Bonjour, la fin du PowerPoint. J'ai une question. Oh, Daniel. J'ai une question de mon groupe, parce que là, on parle de prendre un verre double avec 2 épaisseurs différentes. Y a-t-il un avantage à mettre, mettons, un 3 et un 5, y a-t-il un avantage de mettre le 5 à l'intérieur ou à l'extérieur, ou ça n'a pas d'importance? Ben, moi, je vais répondre à tes gens de vente. Prenez le 5 en verre clair puis le 3 en louis parce que c'est moins dispendieux. OK, ça répond à la question. Mais côté insonorisation, je vais laisser aller les spécialistes. Ouais. Ben, c'est là qu'on parle d'intégration parce qu'en fait, on va vouloir conjuguer ça avec la performance thermique, la performance, justement, le prix du louis, etc. Ben, c'est que là, ces éléments-là vont avoir plus de poids dans la décision finale que l'acoustique. Normalement, quand on fait un test STC, on teste la paroi au complet. Savoir si. Et puis, généralement, c'est supposé être symétrique, qu'on teste gauche vers droite et droite vers gauche. Dans la pratique, on peut faire les deux puis voir qu'il y a des petites fluctuations. Mais la règle du pouce, c'est qu'on assume, on assume que c'est pareil. Donc, en acoustique, c'est marginal l'écart d'un par rapport à l'autre. Bon, fait qu'on y va avec le coût puis ce qui revient moins cher en louis. Ça répond. Excellente question. Ça répondait aussi peut-être à une question qu'on a eue de M. Bellil, à savoir les données avec un 6-4 versus un 4-6. De mettre le vitrage, le verre le plus épais à l'extérieur versus le mettre à l'intérieur. Est-ce qu'il y a un impact majeur au niveau du STC? En fait, sur les graphiques détaillés, on peut éventuellement déceler un écart entre les deux. Quand on traite les valeurs fréquence par fréquence. Quand on convertit ça en STC, généralement, c'est qu'on va tomber dans les marges d'incertitude de la procédure. Et donc, c'est là qu'on peut dire que c'est négligeable statistiquement.
Mais moi, j'ai une question personnelle. Frédéric G. de Lévis. Là, nous, on met en place, on fait faire des tests pour tester des vitrages puis essayer de donner des outils puis de l'information à nos clients sur l'OITC, l'STC. Mais là, j'écoute, là, puis le cadrage, le mur, l'environnement. Est-ce que quand il y a des projets d'importance ou qu'il y a des normes comme ça qui sont demandées, c'est un peu touché comme manufacturier de vitrage de nous donner des statistiques à nos clients comme ça, alors que en sachant pas c'est quoi le type de fenêtre, est-ce qu'il est en bois, est aluminium, PVC, la grandeur, c'est un peu, je veux pas dire n'importe quoi, mais c'est pas juste le chiffre qu'on donne. Je comprends qu'on soit un peu réticent à partager tous les rapports qu'on a là. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Philippe? C'est une très belle intervention, Frédéric. Puis effectivement, c'est ça. C'est la vie que l'on... C'est l'histoire de notre vie. C'est que nous, on vend des produits à des gens. On spécifie le produit qu'on a fait. Oui, effectivement, notre produit rencontre ce STC-là ou ce OITC-là. Mais maintenant, comment ce produit-là va être utilisé sur le chantier, c'est là qu'on a besoin d'un gars comme Jean-Philippe. C'est là que lui, il rentre en ligne de compte. C'est là que lui, il dit, OK, ben oui, si tu utilises ça, mais que tu as un mur en carton, ben ça ne marchera pas plus. Là. On n'est pas plus avancé. C'est pour ça que tantôt, on parlait de fréquences puis de problématiques dans les fréquences. C'était à savoir, il est où ton problème? Parce que peut-être que toi, tu as juste besoin d'un verre 6.6 ou un verre 3.3, puis c'est correct. Le problème, il est ailleurs, il est dans une autre fréquence, ou il est dans le mur, ou il est dans le air leakage. Oui. Effectivement, nos données que nous, on fournit aux gens sont bonnes, sont testées, sont approuvées par un laboratoire indépendant, mais c'est pas nécessairement ça qui va être représentatif sur un chantier. Puis on le vit des fois parce que les gens vont dire hey, moi, j'ai mis le meilleur produit. Puis quand arrive chez moi, je ne suis pas satisfait, je ne suis pas bien, j'aime pas ça. Bien, pourquoi tu m'as pas vendu le bon produit? Moi, je t'ai vendu le bon produit, il a été mal utilisé, malheureusement. Puis là, je vais laisser la parole à Jean-Philippe parce que là, j'ai vais faire mon smart par-dessus lui. Bien, c'est aussi de savoir de quelle façon on peut partager les responsabilités entre les différentes parties impliquées. C'est sûr que le parti fournisseur, c'est une chose. Ensuite, les produits finis, livrés, installés, etc., c'en est une autre. Puis aussi, il y a toute l'équipe de conception, propriétaires de bâtiments qui ont un autre aspect de responsabilité. L'idée, c'est d'essayer de... Toutes les personnes qui interagissent sur un projet de construction aient la même compréhension et de l'objectif à atteindre. Déjà, point de départ. C'est quoi le critère qu'on doit rencontrer au final? Éviter qu'une personne se réveille la nuit, c'est déjà un bon critère. Après, on peut aller dans le plus technique pour de la spécification. Mais ça, c'est un des points, d'essayer que tout le monde ait la même compréhension du problème. Ensuite, savoir un peu les marges, les tolérances qu'on va avoir. Parce qu'on va avoir une connaissance pour le vitrage. C'est pas sûr qu'on va avoir l'essai laboratoire avec un cadrage. Là, on va avoir des hypothèses. Est-ce qu'on accorde une marge d'incertitude, par exemple, de 3 décibels pour le verre versus le cadrage? Mais ça, un acousticien va pouvoir déjà prendre ça en compte dans son calcul. À partir du moment où on traite les choses d'une façon un peu plus détaillée que juste les règles du pouce, là, on va commencer à avoir cet aspect-là. Puis après, c'est de pouvoir présenter au client ou à la personne qui paye au final. On a l'option A, c'est l'option économique. On va être borderline pour rencontrer l'exigence technique. Puis ça se peut qu'on soit en dessous ou qu'on soit flush. C'est le moins cher. Après, on va avoir une option peut-être un peu plus dispendieuse, mais avec un peu plus de tolérance. Puis après, on a l'option, la totale, haute insonorisation, qui, on suppose, va être plus coûteuse. Mais bon, là, c'est que si jamais c'est incontournable, l'exigence technique, bien, c'est le seul moyen de se garantir qu'on va l'atteindre, là, en prenant toutes les précautions et les hypothèses favorables. Il y a cet aspect-là. Au Québec, à ma connaissance, il n'y a pas eu de cas de recours juridique pour des défaillances acoustiques d'enveloppe. Mais si on prend un projet à Manhattan, avec un projet de 50 étages, avec un environnement déjà bâti autour, bien, les voisins qui sont déjà là, ils ne vont pas refaire leur enveloppe parce qu'on commence à mettre une nouvelle unité de toit, un nouveau tour d'évaporation sur le nouveau bâtiment. Donc, il faut réussir à garantir puis éviter des risques de recours après envers les différents intervenants qui participent à la conception et à la réalisation des projets. Et donc ça,
soit on prend des plus grandes marges de sécurité, soit aussi on raffine le détail des calculs. Nous, comme acousticien ingénieur, avant de dire au client ça passe ou ça passe pas, ben c'est au moins s'assurer qu'il ait compris les problématiques puis compris les tolérances ou les incertitudes qu'on est obligé d'appliquer dans les méthodes de calcul. Tout à fait. Puis c'est drôle parce qu'hier, on avait un intervenant qui restait à Toronto. Il dit, je reste au 15e étage d'un condo au centre-ville de Toronto. Puis il dit, j'entends les lumières changer. Fait que, tu sais, je veux dire, éventuellement, dans la conception du bâtiment ou de son environnement, les autres tours qui ont poussé autour de lui, mais lui présentement, qu'est-ce qu'il se plaint, là, c'est qu'il dit, il entend le déclic, puis le pip des piétons, puis des choses comme ça au centre-ville de Toronto, au 15e étage. Il n'entend pas la route en bas. C'est cette fréquence-là qui s'amène à lui. Son problème, lui, il est là. S'il n'y a pas quelqu'un qui s'est penché sur ce problème spécifique-là, bien, il va toujours être... Ça va toujours être problématique pour lui. Il va toujours entendre les lumières changer. Puis il y a aussi une question de sensibilité, parce que dans l'appréciation de l'acoustique, il y a une grande variabilité au travers d'une population donnée. Il y a des gens qui vont être incommodés par les bruits sporadiques, plus intenses, puis d'autres qui vont être agacés par du bruit continu de ventilateur, par exemple. Donc, pour l'échelle de qu'est-ce qui est agréable, désagréable, quand on pose la question à 100 personnes, ce ne sera pas la même échelle. Frédéric, donc, ça, c'est un peu... Quand on conçoit un bâtiment, bien, on essaie de concevoir pour une certaine représentation, en sachant que il va toujours avoir quelqu'un de sensible des oreilles qui va finir par éventuellement se plaindre d'une circonstance donnée. Mais après, c'est de savoir quand on investit, jusqu'où on est prêt à investir pour améliorer le confort. Vas-y, Frédéric. Question qui va t'intéresser, Jean-Philippe. Est-ce qu'à Acoustech, vous pouvez faire des simulations avec des produits de nos clients ou c'est uniquement en chantier ou comment ça fonctionne? C'est un service que vous offrez, ça? Bien, nous, on fait de la simulation de climat sonore pour l'environnement, le bruit extérieur au bâtiment. On peut faire les projections de bruit transmis à l'intérieur, mais on ne fera pas, par exemple, de la simulation éléments finis comme on ferait en thermique sur un cadre et un vitrage. Donc, ça dépend. Puis c'est qu'en fait, il va y avoir une caractérisation de matériaux qui va être tellement propre au cas par cas, dans des cas pour l'analyse d'un cadre, par exemple, que c'est plus facile de faire un prototype, de le tester sur un chantier ou de le tester en laboratoire, que de passer des dizaines d'heures à faire de la caractérisation de matériaux et de la simulation élément fini sur, entre autres, un profilé. Donc, c'est pour ça que vaut mieux, d'un point de vue pratique, c'est plus efficace de tester des échantillons que de demander à un étudiant à maîtrise, à doctorat, d'analyser une composition de profilé, par exemple. On a une question de mon amie Jennifer. Vas-y, lance-toi. Hey, salut! Tu m'entends-tu? Oui, on vous entend. OK, parfait. Dans le fond, c'est une question aussi de l'équipe ici, là, c'est parce qu'on se demandait, nous autres, on travaille avec les devis des architectes, qui eux autres spécifient toutes sortes de STC qui viennent avec du pas d'allure à un moment donné, là. Ils voudraient quasiment insonoriser la bâtisse, mais que tu mettes n'importe quel verre, n'importe quoi, ça n'arrivera pas à ce qu'ils veulent au bout du compte. Parce que tu as une limite de dimension, une limite avec les jeux d'air, une limite avec la dimension du verre que tu peux avoir. Comment qu'on fait, nous autres, pour satisfaire leurs désirs? Bien, déjà, d'emblée, il faut réussir à départager ce qui va être vitrage des parties opaques. En fait, si on a 100 mètres de façade, c'est de savoir déjà, est-ce qu'on va avoir du vitrage sur 100% ou sur 50%, etc. Ça, c'est un des points. On peut déjà avoir, et l'architecte, c'est un de ses critères de conception dans le ratio d'ouverture et de fenestration. Autant il va l'avoir pour l'éclairage naturel qu'il peut l'avoir en acoustique. Donc, si on est en surexposition à des niveaux de bruit d'autoroute, une des solutions de l'acousticien, c'est de mettre les fenêtres les plus petites possibles. Donc, ça, c'est un des points que même si la performance du vitrage, c'est STC 35-40, mais que la fenêtre, elle a 1 mètre carré au lieu d'en avoir 100, bien, ça, c'est un des éléments qui va pouvoir contribuer. Ensuite, l'autre aspect, bien, c'est de dire jusqu'où on est capable puis où on n'est pas capable d'atteindre la performance. Puis de s'assurer que l'architecte il a bien choisi le critère de départ en fonction de l'aspect perception ou de l'ambiance à livrer. Okay, des fois, c'est plus ou moins... Des fois, c'est plus ou moins clair, leur compréhension de leurs spécifications. Donc ça, il faut s'assurer également que
la spécification n'est pas mise de façon simple copier-coller. Oui, bien c'est ça. Tu sais, comme moi, Jennifer, que on le vit souvent. Tu lis un devis, puis la spécification, c'est ce qu'ils aimeraient avoir. Oui, bien c'est ça. Ils n'ont pas fait toute la recherche en arrière, savoir est-ce que c'est faisable. Ben, eux autres, ils s'en foutent que ça soit faisable. Ils considèrent que toi, tu vas les réaliser parce que dans leur univers, c'est toi qu'il faut qu'ils réalisent tout de ce qu'ils veulent. Là. C'est ça. C'est savoir combien ça coûte aussi. C'est ça. Puis tu sais comment ça finit. Ça finit en addenda, puis finalement, c'est plus ça pantoute le produit parce que ça a été spécifié d'une manière hypothétique ou comment je dirais pas euphorique, mais on va dire hypothétique. Ça a été spécifié d'une manière hypothétique, mais en réalité, c'est pas réalisable. Tu le vis tous les jours, puis nous aussi, de chaque côté. C'est ça, parce qu'on a des projets présentement qui nous demandent tout en acoustique à grandeur. Là. Mais ils font des fenêtres qui ont des dimensions irréalistes avec du 9 pieds de large, 9 pieds de haut, là, tu sais. Ah, il nous reste 5 minutes parce qu'après ça, nous autres, on n'a plus le droit, c'est notre licence, elle va fermer. Fait que, est-ce qu'on avait-tu d'autres questions? Merci Jennifer pour ta question, c'est super intéressant. On avait-tu d'autres questions avant qu'on ferme ça? On pourrait aussi proposer que si jamais il y a d'autres questions, de nous les envoyer sur le même lien qu'on le demandait lors de l'inscription. Puis ça va nous faire plaisir de refiler les questions à Jean-Philippe et on pourra répondre à tout le monde par la suite. Oui, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est une très bonne idée, Frédéric. Belle intervention. Ben alors, il me reste qu'une chose à faire. Je te remercie. Merci d'avoir été là. C'était super. Écoute, je crois qu'on a défoncé de quasiment 30 minutes, puis il n'y a pas personne qui est parti encore. Les gens nous écoutent. Alors, je pense que ça a été vraiment apprécié. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Puis j'aimerais quand même souligner là, dans les derniers instants que demain, le 3 mars, c'est la journée mondiale de sensibilisation sur la préservation de l'audition et la santé auditive. Donc, c'est le moment idéal pour tester ses oreilles puis de passer le mot sur le confort sonore puis la qualité de l'écoute. Oui, d'ailleurs, je pense qu'il y avait même, tu me disais, il y avait un petit lien qu'on avait mis, je crois, dans le vide. Vous aurez dans le PowerPoint le lien où je ne sais si pas vous si cherchez pour demain. l'Organisation mondiale de la santé. Où est-ce qu'on peut aller réaliser nous-mêmes un test, voir si on a des bonnes oreilles, c'est ça? Oui, en fait, il y a une application pour téléphone intelligent qui a été faite par l'ONU et donc qui permet de tester l'acuité auditive, savoir si vous avez des oreilles de jeunes ou de vieux. Je vais sans nul doute faire ça demain. Encore merci beaucoup à Jean-Philippe. Puis, merci à tout le monde d'avoir été là. C'était extraordinaire. Merci à Frédéric de nous avoir donné un coup de pouce de l'autre côté. Puis merci à Joël Laure ici, qui est notre réalisateur, technicien et tout. Il prend tous les rôles. Alors, merci à tout le monde. À la prochaine. Au plaisir. Au revoir.